C'est l'heure de No Filter. No Filter est un podcast dédié à la photographie. J'y reçois des photographes, des éditeurs, des retoucheurs qui me parlent de leur pratique. Comment sont-ils arrivés à travailler l'image, la lire, la créer? Voulu comme un échange, ce podcast s'adresse à toute personne curieuse, sans distinction de niveau, d'expérience ou de matériel. Vous écoutez No Filter, je suis Gozer, et aujourd'hui, mon invité s'appelle Kevin Tadej. Bonjour Kevin, comment vas-tu? Bonjour Gozer. Tu vas bien? Très bien, merci. Et toi? Bah écoute, parfait, je suis très content de te recevoir pour ce 8e épisode qui va être dédié à la photographie de pose longue, qui est la photographie que tu pratiques. Alors, je t'ai posé quelques petites questions avant qu'on enregistre pour pouvoir faire une micro-présentation. Naturellement, comme dans tous les épisodes, tu as le droit de me poser des questions et tu as le droit de corriger cette présentation. Tu es photographe autodidacte, tu aimes le tiramisu, tu n'es pas cinéphile et tu apprécies le rhum. Est-ce que tu es d'accord avec ça? En rajoutant que j'apprécie le rock, le métal et la bière. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, puisque au final la présentation va se faire au fur et à mesure de l'épisode, sans forcément mettre des jalons et que ce soit ennuyeux, bien au contraire. Tu es photographe... Alors, tu as une double casquette, c'est-à-dire que tu photographies de la pose longue, on va faire le gros de l'épisode sur ça. Tu as aussi une casquette de photographie de mariage. On va se concentrer vraiment sur la première. Comment t'es venu le goût de la photographie? Quel est ton parcours? C'est une question que je pose très souvent, mais c'est pour montrer aussi aux personnes aux auditeurs, que le parcours est forcément jamais le même et qu'il n'y a pas de parcours unique pour faire de la photographie. Ouais, tout à fait. En fait, la photo est arrivée suite à un accident de vie, donc à un problème de santé que j'ai eu. Et j'avais un vide en moi. J'avais un vide en moi. Et j'avais dit à une personne, ramène-moi un magazine de surf, parce qu'à l'origine, je faisais du surf, donc toujours le milieu maritime. Et m'avait donc ramené le magazine de surf. Et je regardais, je lisais les articles, je regardais les images. Et je sentais en moi un manque. Je ne savais pas quoi décrire, ce manque-là. Et en fait, il s'est avéré que j'ai dit à cette personne, bah voilà, je sais ce que je vais faire de ma vie. C'est ça que je vais faire. Et alors, c'était à ce moment-là, quand tu es alité comme ça à l'hôpital face à ce magazine, est-ce que c'est le fait de faire de la photographie ou le fait de photographier du surf, bon, qui est une pratique photographique, mais qui est une pratique de photographie sportive, au final, qui t'intéressait ou... Non, c'était le fait de photographier. Photographier et photographier l'eau. L'eau, très souvent, a une place importante dans la photographie de pose longue, et c'est un élément qui est, bien que assez simple et protéiforme, et se prête justement très très bien à ça. Peux-tu me dire, puisque tu es justement autodidacte, donc tu n'as pas forcément suivi de formation, ou on va dire de formation d'art, ou d'école photo, ce qui en soi est très bien aussi, hein. Peux-tu me dire ce qu'est la pose longue pour toi, et comment tu as découvert cette technique? Quels ont été tes premiers essais de pose longue? Alors en fait, j'ai commencé la pose longue assez vite dans la photo. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à faire des photos lorsqu'il y avait, on dit, entre chien et loup. On peut parler d'heure bleue ou d'heure D'heure bleue, dorée, c'est voilà, une question d'heure bleue. c'est une question qui vient par la suite. D'or bleu. Et en fait, j'ai commencé donc la photo comme ça, tout simplement. Et puis très vite, j'ai commencé à la faire durant le jour.
Pourquoi? Parce qu'on m'a fait découvrir un photographe qui est Alexei Titarenko. Je sais pas si tu connais. Non, mais on mettra le... J'ai pour habitude dans les épisodes, comme ça, quand on parle d'un photographe, et je parle de Sugimoto plus tard dans l'épisode, de mettre les références dans le descriptif dans le descriptif du podcast pour que les personnes puissent aller voir. Donc, hésite pas, tu me donneras le nom, et puis on mettra les photos, les clichés, le lien de l'artiste. Donc Alexei Titarenko, donc qui est un photographe russe naturalisé USA, enfin américain. Et au final, qui fait des photos de pose longue, mais sur la foule. Voilà. Et tout en noir et blanc. Qui est toujours vivant. Hein. Toujours actif? Toujours actif, ouais. Et franchement, c'est un excellent photographe. Et c'est lui qui m'a donné le goût aussi de faire de la pose longue. Et quand j'ai découvert son travail, je me suis dit, c'est super cool ce qu'il fait. J'adore, mais je vais pas reproduire la même chose que lui. Donc, je vais m'entraîner. Et puis, au fur et à mesure, je vais me mettre dans une petite niche où il n'y a pas forcément grand monde qui fait ça, quoi. Et trouver ton propre style. Alors, je vais, je vais casser le plan que j'avais fait pour repréciser deux petites choses, puisqu'on a parlé de entre chien et loup. Il y a ce qu'on appelle l'heure bleue et il y a ce qu'on appelle l'heure dorée. Donc l'heure bleue, c'est le laps de temps qui sépare le jour de la nuit. Alors que l'heure dorée est la courte période suivant le lever de soleil ou précédant le coucher de soleil. Et donc dans le premier cas, ça emplit le ciel justement d'un bleu très particulier. Et dans le deuxième cas, ça vient, l'heure dorée, ça vient donner une teinte particulière à la prise de vue et justement cet aspect doré. Pour compléter ce que tu as expliqué sur ce photographe qui t'a donné envie de faire de la photographie, pour les personnes qui découvriraient le podcast avec cet épisode, ou qui considèrent qu'elles n'ont pas les bases techniques suffisantes, vous pouvez toujours vous référer à l'épisode 3, je vais arrêter de le dire au fur et à mesure, qui est l'épisode sur le cours de photographie, mais en photographie, il va y avoir ce qu'on appelle le temps de pause, ou le shutter, et c'est le temps pendant lequel vous laissez l'image s'imprimer sur votre cerveau, sur votre pellicule. Ce qu'on appelle la pause longue, c'est un temps qui est... on va dire, alors, je vais utiliser, tu me diras si tu es d'accord avec moi, je vais utiliser 30 secondes. Pourquoi 30 secondes? Parce que dans les appareils photo, quand vous êtes en manuel et que vous dépassez les 30 secondes, vous enclenchez le mode bulb, qui est un mode où tant que vous avez le doigt appuyé sur le déclencheur, ou la télécommande enfoncée, vous capturez ce qui se passe. Donc pour faire très simple, les photographies où on voit des voitures qui laissent une trace de lumière, donc qu'on soit en urbain, ou au contraire qu'on soit en forêt ou en bord de mer, dès que vous voyez un mouvement qui est fait par un ressac, quelque chose, un va-et-vient, on est sur de la pause longue. Alors, je ne dis pas que la pause longue commence à 30 secondes, absolument pas. La pause longue, c'est une question qui vient par la suite, la pause longue peut être largement inférieure à 30 secondes, mais le but de la pause longue, c'est de garder une trace du temps qui vient raconter et qui vient écrire quelque chose. Donc, tes premiers essais comme ça, on va dire à l'heure bleue, entre chien et loup, tout de suite, je vais faire un rappel, parce que ça me fait penser à ce photographe dont tu viens de me parler, dont je suis incapable de retenir le nom, parce que j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Hiroshi Sugimoto. Alors, Hiroshi Sugimoto, il est toujours vivant, on en parlera un petit peu après, mais pour vous donner un exemple, c'est quelqu'un qui est au Japon, donc c'est un photographe japonais, qui est toujours vivant, et qui a photographié des salles de cinéma durant les projections. Donc imaginez que vous avez il a peut-être même fait ça aux États-Unis, je veux pas dire de bêtises. Vous avez un immense carré blanc qui est l'écran sur lequel l'image a été projetée. Et avec la pause longue, on voit parfois les personnes qui se déplacent, les personnes qui bougent un peu la tête. Donc on va pouvoir utiliser soit la pause longue en propos, soit en technique, comme le fait Sugimoto. On revient à ta pratique. La pause longue, pour toi, c'est quelque chose que tu fais plutôt
de jour, de nuit, en urbain, plutôt en nature? Comment tu travailles ta pose longue? Alors moi, je travaille la pause longue déjà 2 jours, D'accord. parce que je préfère. Ça donne un côté assez irréel. Le fait de voir, par exemple, les nuages qui sont complètement filés, complètement flous, l'eau qui est complètement floutée, on ne voit plus réellement la texture. Parfois, sur certaines images, c'est jusqu'à 20 minutes de pause. Et là, l'eau est d'un calme, enfin, c'est d'un plat. On ne peut pas s'imaginer s'il y avait des vagues ou pas. Voilà. Donc plutôt jour, plutôt nature. Ça t'arrive de faire de la photographie. Alors je vais arrêter de dire pause longue à chaque fois puisque on est dans un épisode qui est dédié à ta pratique, qui est la pause longue. Ça t'arrive de shooter en urbain? Ça m'est déjà arrivé, tout à fait, à la Défense. De la Défense, Pont Alexandre III aussi, mais je pense que pour le Pont Alexandre III, je vais y retourner d'ici peu, parce que ça, il faut que je recommence Ça là-bas. se prête, c'est quelque chose qui t'intéresse, mais toi à la base, tu es plus sur de la photographie nature. Nature, et en plus de ça, maritime. Maritime, d'accord. Donc vraiment le littoral, vraiment, d'accord. Ça, c'est effectivement quelque chose qui, euh, qu'il est bien de préciser, parce qu'après nature, effectivement, on peut faire de la photo de pose longue à la montagne, en forêt, il y a pas de limitation à ça. Photographe autodidacte, Alors, j'utilise le terme collaborer parce que généralement c'est comme ça que ça fonctionne avec les marques, même si on donne d'autres noms, ambassadeurs. Donc tu es photographe autodidacte, tu collabores avec une marque de matériel et tu organises aussi des workshops sur le thème de la pose longue. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Donc je suis chez Coquin depuis l'été dernier. Est-ce que tu peux préciser ce que fait cette marque, quel matériel tu utilises de cette marque et en quoi ce matériel est, je vais pas dire indispensable, parce qu'on peut faire sans, mais quand je te dis qu'on peut faire sans, on n'a pas la vidéo, mais je te vois donner de la tête en mode bah non quand même, techniquement on peut faire sans, c'est beaucoup plus compliqué, mais est-ce que tu peux dire ce que c'est et comment tu l'utilises? Oui, donc en fait, ce sont des filtres donc, qui sont opaques, d'accord, pour limiter la lumière qui rentre donc, dans l'objectif. Et donc ça va rallonger le temps de pause. C'est ce qu'on appelle des filtres ND. Euh, je reviens très rapidement sur cette notion de pause longue que j'avais déjà effectivement expliqué dans l'épisode 3. On est dans une manière de photographier où le but est de garder l'œil ouvert le plus longtemps possible. Donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas se retrouver avec une lumière qui est trop forte, sinon ça crame tout. Donc de nuit, de la pause longue, c'est pas un problème. Par contre, dès qu'on a des sources de lumière, voire dès qu'on est en journée, euh, malheureusement, au moment, on ne peut pas limiter l'entrée de lumière. Donc on vient utiliser des filtres. Et je vais te laisser reprendre la main pour nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc les filtres se placent donc théoriquement devant l'objectif. Je dis bien théoriquement parce que maintenant il y a avec les systèmes hybrides, etc. On peut mettre des filtres au cul de l'objectif entre le capteur et la lentille de, de l'objectif, quoi, hein. Et mais théoriquement, ça se met devant. Alors, il y a deux types de... Parce que je pense qu'on ne travaille pas... Alors moi, pour pas qu'on nous dise ensuite, oui, mais vous avez parlé que d'une marque. Euh, pour ma part, je travaille avec une marque qui s'appelle Gob, qui est une marque... Gob ou Gobi, qui est une marque australienne. On va dire qu'il y a deux grandes familles de filtres. Il y a les filtres circulaires, au sens qui ressemblent à des filtres neutres ou des filtres protection UV que vous allez pouvoir venir mettre sur votre objectif. Et peut-être que c'est cette deuxième famille que tu utilises. On a des filtres qui sont en fait des carreaux de matière opaque qui viennent se mettre
sur un porte-filtre, et ce porte-filtre, lui, vient se mettre sur votre objectif. Et ça vous permet à n'importe quel moment de changer plus ou moins facilement de filtre. Tu travailles avec quel système, toi? Moi, je travaille avec le. Alors, j'ai commencé avec avec le système de filtre circulaire. Et depuis que je suis donc chez Coquin, je suis au format carré. Au format carré. Pour les personnes qui se posent la question en se disant oui, mais un filtre circulaire, en fait, peut-être que le filtre format carré, c'est plus simple parce que quand on retire le carreau, on revient à une valeur de base. Il existe, et de toute façon, on parlera de cette marque après qu'on va parler des pieds. Il existe chez Manfrotto des petits filtres magnétiques, c'est-à-dire que vous venez mettre un premier support de filtre magnétique sur votre objectif, un deuxième support de filtre sur votre filtre en lui-même, et vous pouvez passer d'un filtre à un autre comme ça. Et je ne veux pas dire de bêtises, parce que je ne suis pas habitué au support de filtre carré, donc ce qu'on appelle les carreaux, mais normalement je crois qu'il y a aussi des supports magnétiques qui permettent d'aller un petit peu plus vite sur la gestion de la chose. On parlait de ce photographe russe. Alors attends, avant de passer à cette question-là, parce que j'ai posé une question, mais je te coupe dans la réponse. Donc, tu travailles avec cette marque Coquin. Comment ça se passe? Ce sont des personnes qui te... C'est quoi? Ça consiste en un prêt de matériel, une représentation de matériel. Chaque fois que tu passes dans un podcast, tu dois dire Coquin un certain nombre de fois, ou ça se passe comment? C'est secret entre nous. Oui, bien sûr, c'est le but d'un contrat, donc je vais pas te, Donc, je vais pas te tirer les verres du nez. Donc, j'en parlerai pas plus, mais oui, j'ai du matériel de chez eux. Ils ont des photos de moi qui a été représenté lors du salon international du salon de La photo hein, ouais, à Paris. Voilà. Donc maintenant, cette année, comment ça va se passer, je ne sais pas, parce que C'est vrai qu'avec le Covid... avec le Covid, c'est compliqué. Ouais. Mais là, je suis en contrat pendant 5 ans. Pendant 5 ans. À côté de ça, tu organises des workshops sur la photographie de pose longue? Tout à fait, donc c'est des stages, soit jusqu'à 3 jours. Et Donc du coup en bord de mer? En bord de mer, ouais. Et là, le prochain, c'est le 18, 19, 20 septembre 2020, qui se passe à Quiberon. Donc... Comment ça se... Alors, l'idée, objectivement, il n'y a pas de... je reçois des photographes qui me parlent de leur pratique, des choses comme ça, donc l'idée, c'est pas non plus... je suis pas en train de poser la question à Kevin pour qu'il récite son truc, c'est pour qu'on comprenne comment ça fonctionne, comme le fait de lui demander comment il travaille en collaboration, on va dire, avec Coquin. Sinon, vous pouvez vous reporter à l'épisode 2, où j'interviewe Day Han, qui, lui, est en cheville avec la marque Fujifilm, sur du prêt d'objectif, c'est un ambassadeur Fujifilm, donc c'est quelque chose qui se fait très souvent. Et pour revenir, pour pas perdre le fil, quand vous regardez de la photographie, quand vous regardez un match de foot, pour les personnes qui aiment le foot, ou des Jeux Olympiques, des choses comme ça, quand vous voyez sur le bord du terrain des photographes avec des énormes objectifs qui sont gigantesques, des 500 mm, des 700, des choses comme ça qui permettent d'aller très loin dans le terrain, je vous le dis tout de suite, très souvent, ce sont des prêts par les marques pour ces photographes-là de sport, parce que ce sont des choses qui valent une blinde. Donc, ne vous offusquez pas. On n'est pas en train de faire le Doritos Gate de la photographie. Hein. Ne vous offusquez pas. Le prêt, la collaboration marque-photographe, c'est quelque chose qui existe depuis des années, qui s'est encore renforcé via le numérique, et c'est quelque chose qui est nécessaire et pour les marques et pour les photos. La parenthèse est fermée. Revenons sur les workshops. Donc, comment se passe un workshop et comment tu fonctionnes avec tes élèves? Est-ce que c'est un grand groupe? Est-ce que c'est un petit groupe? Qu'est-ce que tu leur apprends? Donc en fait, les workshops se font, donc, comme je disais, d'une à trois journées, pardon. Ça va de une personne à 4-5, pas plus. C'est petit groupe. Pourquoi petit groupe? Pour pouvoir être réellement présent pour chaque personne, pour pouvoir leur expliquer comment faire la pose longue, les modes de calcul, parce qu'il y a des calculs à connaître, leur fournir les calculs,
qui peuvent écrire, tout simplement. Comme ça, les ont à vie. Et ça, ouais. Et de leur faire aussi apprendre la composition de l'image. Dernière question par rapport au workshop. Ça coûte cher. Pas spécialement par rapport à ton workshop. Hein. Je te demande pas de me sortir ta grille de tarifs, mais j'imagine que tu t'es renseigné sur ce que font les petits copains et sur les workshops en photographie de manière générale. Pour participer à un workshop, et donc là j'insiste, pas forcément le tien, pour participer à un workshop, par exemple sur de la pose longue ou sur autre chose, le billet d'entrée, il est à combien? Le billet d'entrée, il va être à 150 € Ouais. en France. Dès lors que tu veux voyager, tu vas aller aux îles Féroé, tu vas aller à l'île de Skye, etc. Là, tu vas rallonger sévère. C'est normal. Après, enfin, tu as des questions d'assurance, tu as des questions de transport. On parlait tout à l'heure de ce photographe russe naturalisé américain qui fait du noir et blanc. Comment travailles-tu tes clichés? Est-ce que tu travailles à l'argentique, au numérique? Et tu as déjà commencé à répondre à cette question dans la réponse d'avant, mais je glisse tout doucement ça sous le tapis. Est-ce que la photographie de pose longue nécessite du matériel ou des connaissances particulières? Et si oui, lesquelles? Alors, pour répondre à ta première question, je suis au réflexe, je suis chez Nikon au D750, pardon. Pas de marque? Non, je plaisante. Ok. Non, je plaisante complètement. Donc Nikon. Ouais, Nikon D750. Tu as toujours commencé par du Nikon? Oui. Ok. Ton premier boîtier, c'était un quoi? Un P, je sais plus combien. D'accord. Mais t'as commencé sur un bridge et tu es parti ensuite. Sur un D90. Alors petite cheville dans le raisonnement, dans la discussion par rapport à ton cursus, ton apprentissage. À quel moment tu t'es senti l'envie de passer d'un bridge à un réflexe par rapport à tes connaissances? Est-ce qu'il y a un moment tu t'es dit, là alors, j'ai essayé de le formuler de deux manières. Le bridge est trop limité par rapport à ce que je sais déjà, et donc du coup il faut que je passe vers un autre type de boîtier, ou un autre biais qui serait, ok, donc j'arrive à fonctionner avec du bridge, je comprends ce que je fais, mais je me rends bien compte que ce qui me reste à apprendre, de toute façon je pense qu'on apprend toujours, même en photographie, ce qui me reste à apprendre, maintenant je peux ne le faire qu'avec du matériel qui est un petit peu plus technique, et technique avec de grands guillemets. Allez pas me faire dire qu'une personne qui photographie au bridge, elle fait pas de la photographie. C'est pas ce que je dis. Alors, en fait, lorsque j'ai commencé la photo, donc avec ce fameux bridge, 6 mois plus tard, j'ai fait un concours sur le thème liquide qui était organisé par la ville de Chartres. Et je suis arrivé premier. Et je me suis dit, je pense qu'il y a réellement quelque chose à faire en photo. Alors, tu avais fait quoi comme cliché pour ce concours? Donc, c'était une goutte d'eau en rebond qui était en suspension en macro. D'accord. Et t'avais fait ça au bridge. J'avais fait ça au bridge, et puis réellement, c'était dans un saladier noir, avec le petit goutte à goutte du filet d'eau du robinet, quoi. Et puis voilà, à l'ancienne. Tu t'y es pris combien de fois pour arriver à obtenir le bon, j'allais dire le bon fichier, enfin pour obtenir le bon cliché? Pas énorme. Je sais pas, en une demi-heure, même pas. C'était l'affaire était... Joli. Avec une petite lumière en sus ou Ah non, non. lumière naturelle. Lumière naturelle, ampoule, et j'avais passé ça en noir et blanc, avec une petite chromie légèrement bleutée. Oui, ouais, forcément, c'est de l'eau. Si tu transformes ça en rouge, ça va venir du vin. Enfin, il y a déjà un mec qui a transformé de l'eau en vin, donc on va pas forcément revenir sur ça. Il a eu des problèmes depuis. Il y a eu des problèmes depuis, complètement. Argentique, numérique, donc tu m'as dit numérique. Et du coup, est-ce que la photographie de pose longue nécessite du matériel ou des connaissances en particulier? Alors,
Oui et non. Oui, à minima, Oui il et vous faut non. un pied. Si vous n'avez pas de pied, ça va être compliqué. Voilà. Donc, à minima, c'est le pied. Télécommande, c'est mieux. Alors, est-ce que tu peux expliquer simplement pourquoi la télécommande est mieux? Si, par exemple, on dépasse les 30 secondes, bah, tu restes appuyé sur la télécommande, tu le mets sur lock, tu mets ton minuteur, et le temps passe, tu t'enlèves le lock, et la photo est terminée. Et là, c'est 30 secondes à plusieurs minutes. Ad vitam aeternam. Je me permets juste, avant de te redonner la parole, de rajouter une petite info. Là, tu parles des 30 secondes. Comme on disait tout à l'heure que la photographie de pose longue n'est pas forcément à 30 secondes, imaginons que vous êtes sur pied. Allez, je vous donne le décor. Vous voulez photographier des voitures qui passent, vous êtes sur pied, bah déjà ça vous sauve la vie. Vous voulez faire de la pose longue, et en fait votre temps de pose longue, on va dire, il est de 3 secondes. 3 secondes, c'est pas énorme. Sauf que quand vous appuyez euh, pour enclencher, dès que vous allez appuyer, ça va lancer les 3 secondes. Mais le moment où vous appuyez, selon la qualité de votre pied, selon la qualité de votre fixation rapide de votre pied, vous allez inclure une micro-vibration, un petit tremblement. Et alors naturellement, sur du 30 secondes, sur du 20 minutes, sur du 6 minutes, le micro-tremblement, on ne le voit pas. Sur du 2 secondes et demie, sur du 3 secondes, quand même, ça risque de se voir. Donc, pied, euh, télécommande, est-ce que tu utilises d'autres choses? Alors, quel type de pied, quel type de télécommande Alors, moi, c'est une télécommande filaire. Franchement, rien de plus basique. Oui, parce qu'il y a des télécommandes, pas forcément infrarouges, mais moi, je crois qu'on peut même maintenant, sur certains boîtiers, commander avec une appli de téléphone ou des choses comme ça, mais filaire, un pied, tu utilises quoi? Un pied Manfrotto. Un bon gros trépied Manfrotto qui pèse dans les 2,5 kg. Donc, pour avoir de la stabilité, ok, plus les filtres coquins. Est-ce que tu utilises autre chose? Oui, alors dans les filtres coquins, il y a plusieurs filtres, hein. Il n'y a pas que des filtres qui sont tout noirs. Je tenais quand même à le préciser depuis tout à l'heure. Non, je t'en Donc prie, là, je t'en prie. je peux le placer. C'est qu'il y a aussi des filtres qu'on appelle ça aussi des dégradés. Donc c'est-à-dire qu'ils vont être plus opaques, par exemple en haut, et beaucoup plus clairs en bas. Voilà. Donc ça, c'est pour redensifier en fait le ciel, pour que le ciel ait beaucoup plus de texture, parce que sinon, comment dire ça, bah, le ciel serait beaucoup trop clair. Et ça te permet déjà, avant même de passer de penser à la post-prod, d'avoir un élément de travail sur ce qui va amener à ta composition. Alors, je fais un petit ajout enfin, je reviens sur ce que tu dis. Vous imaginez bien que forcément, si vous avez un filtre dégradé, c'est plus intéressant de l'avoir sur un filtre qui rentre dans un porte-filtre, donc de type carré, que sur un filtre circulaire. Sur un filtre circulaire, votre filtre dégradé, même pas si ça existe sur un filtre circulaire, mais ce serait un petit peu le bousin. À moins d'avoir effectivement ces filtres magnétiques dont je vous parlais, là vous le mettez comme vous voulez. Mais si vous devez calculer le pas de vis pour que la bonne partie soit en haut, ça va être un petit peu compliqué. Petite, c'est pas une colle, parce que le but est pas de piéger mes invités, bien au contraire. Peut-être que tu utilises ça. Quand je faisais de la formation, pour les personnes qui voulaient être certains que leur appareil était bien droit, tout ça, qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils étaient à niveau, je leur conseillais d'utiliser un petit niveau à bulles. Alors il y a des petits niveaux à bulles qui peuvent se mettre sur la griffe de flash et qui vous permet, si votre pied, lui, n'a pas de niveau à bulles, de vous assurer que vous êtes bien droit pour faire votre composition. Tu utilises des petites choses comme ça ou pas du tout? Je me réfère essentiellement aux lignes que j'ai dans mon cadran. Verre de visée, Ouais, dans mon verre de visée. Ouais. D'une. Et de deux, je me réfère essentiellement aussi à l'horizon virtuel qu'a mon appareil. Ah bah oui. Alors,
Le bon monsieur, il dit à l'ancienne sur la télécommande, mais après il parle d'horizon virtuel et de petites choses comme ça. D'accord. Alors c'est vrai que le verre de visée quadrillé est quelque chose qui peut être très intéressant, notamment pour cette utilisation-là. Les quadrillages dans votre verre de visée vous permettent de déjà travailler un petit peu la proportion de cadrage. C'est sur les règles des tiers, donc voir comment vous voulez plus ou moins travailler. Mais sinon, vous avez aussi la possibilité de ce petit ce petit niveau à bulles que vous pouvez mettre sur votre griffe de flash. Au niveau du temps, tu parlais de... j'aurais dû mettre un blanc plus lent entre niveau et temps, tu vois, j'aurais dû laisser passer 2-3 secondes. Ça aurait donné un côté énigmatique. Au niveau du temps de pause, j'arrête de dire des bêtises, tu parlais tout à l'heure de calcul, en sachant que je suis le premier à dire que dans la photographie, il y a des maths qu'il faut en connaître un minimum, mais qu'après, il faut arrêter de se prendre la tête. Surtout que les maths et moi, ça fait 2. Comment tu calcules? Qu'est-ce que c'est que ces calculs? Comment tu travailles avec? Je te donnerai ma solution à moi après. Hein. Tu vas voir, elle est très 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 simple. Les calculs, c'est simple. Venez à mon workshop et vous les aurez. Non, plus sérieusement. Par rapport, les calculs, ils se basent par rapport à quoi? Par rapport. Moi, j'ai la réponse, mais c'est pour que les personnes qui écoutent ça comprennent. Bien sûr, en fait, c'est on va prendre le temps de pause référence, c'est-à-dire sans filtre, sans rien. Et ensuite, il y a tout un calcul à faire avec les filtres que l'on va mettre. Donc, voilà. Petit aparté sur les filtres. Je veux pas te dire de bêtises, moi je crois que je dois utiliser un filtre 64, un filtre 1000, enfin voilà, j'ai une batterie de 3-4 filtres. La valeur qui est derrière le ND 64, ND 1000, enfin il y a énormément de valeurs. C'est simplement, si vous voulez, le degré d'opacité de votre verre, et comme l'a très bien dit mon invité, en fonction de ce degré d'opacité, vous devez multiplier le temps de pause. Et du coup, ça vous permet de savoir quel est le temps de pause que vous devez donner, que vous devez compter pour faire la photographie. De mon côté, j'utilise quelque chose qui est plus simple, mais après, je peux comprendre aussi le fait de vouloir faire les calculs à la main. Je crois que je t'en avais déjà parlé quand on s'était fait un petit apéro pour discuter pendant le confinement. Alors, je ne me limite pas à donner une marque de matériel, tout ça. J'en suis pas encore à recevoir des mails du CSA en disant vous n'avez pas respecté, vous n'avez pas parlé de suffisamment de trucs. Plus de diversité, s'il vous plaît, monsieur Gozer. Je vais vous parler d'une appli, comme quand je vous parle de Snapseed, comme quand je vous parle de caméra, de l'appli d'Open Camera. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'appli à utiliser. Enfin là, vous pouvez utiliser, pour les utilisateurs d'Android, pour ceux qui ont choisi de croquer la pomme, j'imagine que ça existe aussi, une application qui s'appelle ND Expert. ND Expert a différents modes. C'est une application où vous pouvez dire, voilà, moi, mon temps d'exposition réel, à savoir, le temps d'exposition réel, on va dire, c'est celui qui est sans filtre, celui de l'appareil photo. Mon temps d'exposition, c'est telle valeur. Et dessus, je viens utiliser un filtre ND, donc qui décale de 6 crans, ou je viens utiliser un filtre 1024 qui décale de 10 crans, donc vous pouvez choisir vos filtres. Vous pouvez même rajouter des filtres, puisque certains filtres avec des glissières, je parle pour les filtres, tu me diras si ça fonctionne pour les filtres coquins, mais certains filtres circulaires qu'on vient mettre sur les objectifs peuvent s'emboîter les uns dans les autres, donc on peut tout à fait ajouter à un filtre 64, ND64, on peut lui rajouter un filtre 512 ou peu importe. Et l'application va vous dire, ok, bon, si votre temps d'exposition c'est 5 secondes et que votre filtre c'est un ND64, donc ça fait 6 stops, votre temps pour obtenir quelque chose de correctement exposé, c'est 5 minutes 20. Vous allez dire que je suis une grosse feignasse, et je sais que Kevin, derrière ses lunettes, est en train de me juger. Et j'ai envie de vous dire, oui, complètement. Par contre, vous allez comprendre pourquoi l'application est bien. Effectivement, quand on travaille avec des numériques, et je vais essayer de faire un rapide sur ça, quand on travaille avec des numériques, sur l'écran digital, quand on est à la télécommande, très souvent, il vous affiche le temps qui est en train de se dérouler. Donc,
Quand on est en mode bulb, sur un boîtier, il vous dit, voilà, là vous êtes à 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Il compte pour vous. Si vous décidez de travailler à l'argentique, ou si vous décidez de travailler avec des boîtiers qui sont peut-être un peu moins évolués en numérique, c'est bien de choisir en temps et de se dire, là je fais de la pause longue, mais il faut être capable de compter le temps. Et si vous regardez ce qui se passe autour pendant une pause de 20 minutes, il faut avoir un minuteur, un truc qui va couper au bon moment. Donc, certes, c'est très très bien de faire les calculs, c'est presque à la limite la méthode que je vous recommande, mais il faut aussi à un moment avoir un minuteur, un truc qui vous dit hep hep hep, là c'est le temps, et il faut s'arrêter à ce temps-là. Toi, tu travailles pas avec une appli. Non, je travaille pas avec l'appli. La seule appli, ça va être la calculatrice de mon boîtier. Ouais. Enfin, de mon boîtier, de mon téléphone plutôt, pardon. Et le fait, c'est... Donc, je fais mes calculs. Il va me dire, bah voilà, Kevin, là, il y en a pour 7 minutes. Qu'est-ce que je fais? Bah, je mets un minuteur de mon téléphone sur 7 minutes. Je déclenche, c'est-à-dire, d'une main, il y a la télécommande, de l'autre, il y a le téléphone, j'appuie en même temps. Et une fois que la télécommande, enfin que le téléphone me dit c'est bon, ça fait 7 minutes, je redéclenche, enfin j'arrête plutôt le shutter de... Alors, si vous êtes une geek ou un geek et que vous programmez et que vous aimez la photographie, n'hésitez pas surtout à essayer de créer une application qui soit sur une API Nikon ou Canon qui permette de déclencher de la pause longue avec un minuteur et qui calcule tout seul. Je pense que vous allez avoir un petit succès chez les photographes. Comment tu développes tes clichés? Quel logiciel tu utilises? Est-ce que c'est du... alors je vais faire sauter des gens au plafond, mais je vais revenir sur ça après. Est-ce que c'est du Photoshop? Est-ce que c'est du Camera Raw? Est-ce que c'est du Lightroom? Est-ce que c'est du Capture One? Ou peut-être même un autre? Toi, comment tu travailles tes photos? Je les développe sous Camera Raw, D'accord. d'accord. Et ensuite Photoshop pour tout ce qui est contraste, voilà, c'est tout. Je tiens à préciser, parce que faisant des expositions, j'en ai vu du monde me poser des questions, ou même des personnes qui étaient très affirmatifs, me disant, vos photos, c'est que du montage. Et je tiens à dire non. C'est que du réel. Le truc après, alors petit point parce qu'on a déjà eu cette discussion, avec Kevin et tu amènes de l'eau à mon moulin. Quand je t'ai demandé avec quoi alors déjà j'ai utilisé le terme développer et pas le terme retoucher. Il y aura une question par la suite qui vient uniquement sur la retouche. Euh, Tu m'as dit que tu développais avec Camera Raw et ensuite Photoshop. Alors, tu m'arrêtes si tu n'es pas d'accord. On est bien d'accord, mesdames et messieurs, je vous le dis depuis un certain nombre de fois, Photoshop n'est aucunement un logiciel de développement de photos. Photoshop, c'est pour faire de la retouche ou de l'amélioration, donc rajouter du contraste, des choses comme ça. Si Kevin dit qu'il passe par Camera Raw, alors Camera Raw, on va dire que c'est pour faire du cliché presque à l'unité ou deux, trois clichés. Ouais. Et en fait, c'est un add-on de Photoshop et Camera Raw, c'est Lightroom, c'est Camera Raw avec une interface qui est faite pour que ce soit plus agréable, de passer du temps dedans et une notion de bibliothèque. Camera Raw, Lightroom, même combat, même résultat. Ça, je vous en ai déjà parlé. Après, on a Capture One qui permet de faire autre chose. C'est un autre débat. Mais Camera Raw, Lightroom, c'est exactement la même chose. C'est vraiment juste l'interface qui change. Le résultat sera toujours le même. Par contre, vous ne pouvez pas développer des photos avec Photoshop. C'est pas possible. Il faut arrêter ça. Photoshop, c'est pour truquer ou corriger. Quand des personnes te disent oui, mais c'est de la montage, c'est du montage, c'est de la retouche, c'est des personnes qui n'ont pas forcément idée de ce que c'est. Mais du coup, quand on te dit ça, ta réponse pédagogue et gentille avec ton plus beau sourire, c'est quoi? Bah, c'est à propos, alors j'ai une petite anecdote à propos de ça. C'est un jour, donc en plein festival, dans l'Ain.
Et une femme vient me voir. Il me dit votre photo d'Etretat, c'est que du montage. Je regarde, je fais bonjour madame. Je fais comment ça Qu'est-ce Bon, qui se passe? bonjour, qui êtes-vous? On va juste commencer par dire bonjour, si vous voulez, avant de s'envoyer des parpaings, C'est ça, ouais. en travers. C'est-à-dire, puis-je? Et elle me fait oui, moi je suis habitante, enfin je viens de Normandie, à côté d'Etretat, et je n'ai jamais vu Etretat comme ça. La mer qui est aussi plate, avec les nuages comme ça, c'est forcément que du montage. Et là je lui ai dit, je fais non, non, je vous assure, c'est que de la pause longue quoi. Donc je commence à lui expliquer. Et elle me regarde, me fait non, je ne vous crois pas. Et là, j'ai été forcément obligé de lui dire, bah, écoutez, madame, je suis très content parce que vous connaissez mieux mon travail que moi. Mais du coup, t'as été très poli et c'est plutôt classe à toi, mais t'as pas un boîtier autour du cou, déjà pour montrer que c'est toi le photographe quand tu fais une expo, pour que les gens arrêtent de dire, mais du coup, je vais prendre une petite tasse de champagne. Non, non, c'est pas moi en fait, faut se calmer. Mais t'as pas un boîtier, t'avais pas un boîtier pour dire, regardez, donnez-moi 30 secondes, je vais vous expliquer ce que c'est que le principe de la pause longue. Euh, alors là, on n'est même pas dans le débat retouche-développement, malheureusement pour cette personne, et c'est dit sans aucune animosité ou quoi que ce soit, c'est une méconnaissance pure de la technique. Même si je trouve ça mignon, hein, la personne qui vient de voir en me disant écoutez, je connais très très bien Etretat, laissez-moi vous dire que ça ressemble pas à ça. Hein. Oui, oui, c'est de la pause longue. Quoi. Et donc, bah, c'est assez compliqué. Donc, pour revenir à ta question, si parfois je leur montre. Mais tout dépend de la typologie des personnes que j'ai en face de moi. Donc, tu veux dire que parfois il y a des personnes qui sont. Je vais formuler ça différemment. Il y a des personnes qui mettent, pardon, excuse-moi, peut-être un peu trop d'affect dans la manière de formuler la question et tu te rends compte que même avec la meilleure volonté, ce sera compliqué de leur expliquer. C'est ça. Donc, je préfère couper court et leur dire, bah, c'est bien, vous connaissez mieux le travail que mon travail. Et voilà, c'est bien pour vous. Bravo. Mais alors, du coup, tu amènes de l'eau à mon moulin, quand tu sens que c'est une personne qui, j'allais dire, avec qui on peut discuter, tu fais quoi? Tu leur expliques comment? Voilà, ça peut durer des minutes, des dizaines de minutes. C'est super cool. Pourquoi? Parce que bah, je leur montre que sur ma carte SD, j'ai les JPEG et en les RAW. Et donc, comme quoi que c'est pas trafiqué, que non, c'est que du vrai. Et je leur montre aussi en live, ouais. Je leur montre en live. Ça m'est déjà arrivé. On parlait de festivals, d'expos, de choses comme ça. Question très très mercantile, peut-être qu'on abordera ce thème un petit peu après, mais est-ce que suite à une discussion comme ça, il est déjà arrivé que des personnes t'achètent des clichés? Les clichés sont vendus lorsqu'il y a un coup de cœur. Donc on commence rarement un coup de cœur par... On commencera vraiment un coup de cœur par C'est le savoir si sbeul c'est du photomontage ou pas. D'accord, je comprends. Non mais c'est une bonne... c'est une bonne réponse, enfin c'est une bonne argumentation. Donc je continue dans cette ligne. Donc on vient de parler très rapidement, parce que je veux pas être lourd sur ça. Je suis sur autre chose, de Photoshop, de Lightroom, de Camera Raw. Donc tu travailles avec Camera Raw. Tu m'as dit que tu travaillais avec Photoshop, toujours en différenciant bien le développement de la retouche. Est-ce que, de manière générale, parce que c'est forcément quelque chose qui est inhérent à la pose longue, est-ce qu'il t'arrive parfois de retoucher des photographies en pose longue? Alors, retoucher les photographies en pose longue, pour les personnes qui nous écoutent, c'est pas, on n'est pas sur Luminar ou un truc comme ça et dire je vais faire apparaître un ciel différent. Non, c'est te dire ah bah tiens, là j'avais pas vu, mais au final, il y a un bateau qui rentre dans le chenal, ou il y a un petit truc, ou j'avais une pédouille sur mon objectif, et de corriger l'image. C'est pas la truquer, hein, ce que j'entends. Alors, effectivement, tout ce qui est élément perturbateur, je vais l'enlever, c'est-à-dire tout ce qui est pétouille, hein, parce que mon boîtier, il en a. Le capteur, voilà. Donc, tout ce qui est poussière, j'élimine. Parfois, ça peut être les petites bouées jaunes qu'on a à la plage.
Bah oui, parce que je suis en milieu maritime, donc les petites bouées jaunes là qui sont au large, bah parfois je suis forcé de les enlever. C'est pas un gilet jaune qui est en train d'apprendre à nager. Non, mais en train de se noyer peut-être. Enfin, Je on suis sait pas. désolé, elle dépassait de la malle, celle-là, j'aurais pas dû. D'accord, donc correction de petite pétouille, correction de ce qu'on va appeler, entre guillemets, pas accident, parce que des impondérables, peut-être. Oui, enfin une bouée jaune, ça c'est. Mais je préfère l'enlever et d'avoir l'image Sauf si, nature. j'imagine, sauf si dans ton cadrage, dans ta composition de l'image, au contraire, c'est elle vient amener un mouvement ou elle amène quelque chose qui fait un véritable sens. Mais voilà. Et après, je tiens à préciser, pardon, c'est tout ce qui est bateau qui rentre dans un chenal ou qui en sort. Il faut savoir que en faisant de la pause longue, tout ce qui bouge devient flouté et voire même disparaître. Donc le bateau qui passe sur 5 minutes, au final tu le vois pas. Tu le vois pas, mais tu peux tu peux effectivement avoir à corriger un peu la trace qu'il peut laisser derrière ou pas. Mais enfin, c'est des choses Voilà, effectivement. mais très très légère quoi. Sinon, tout est naturel. De toute façon, c'est une précision qu'on aurait faite à un moment, mais juste rappeler aux personnes qui nous écoutent et qui ont un boîtier photo, quel qu'il soit, que du moment où vous avez un mode manuel, vous pouvez faire de la pause longue. Hein. On parle depuis tout à l'heure de matériel parce qu'on essaie de faire quelque chose de cadré en se disant, si vous voulez obtenir un résultat déjà très qualitatif, à minima il faut un pied, à minima il faut une télécommande. Vous pouvez faire de la photo de pause longue la nuit, donc du coup vous n'aurez pas besoin de filtre, mais c'est accessible à vraiment tous les boîtiers. Là, il faut garder en tête, si vous voulez, que la photographie en pause longue, c'est celle où le plus souvent l'histoire, comme on l'a dit avec ces histoires de bateaux qui passent, ne déborde pas du cadre. L'histoire dans la photographie en pause longue, c'est le temps long qui se meut sous nos yeux. Et ça amène les questions qui vont suivre, euh, qui sont... on parlait de composition. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était l'épisode 6 où je parle du noir et blanc et des variantes quand on fait une photographie et de se dire, ah bah tiens, maintenant j'ai envie de la développer en noir et blanc. À un moment qu'on a envie de photographier en noir et blanc, on va mettre son appareil photo en mode de représentation noir et blanc, comme ça, l'aperçu rapide est en noir et blanc. Quand on travaille en RAW, naturellement, le RAW sera brut, mais on a déjà une prévisualisation en noir et blanc pour voir les masses, des choses comme ça. Donc ça demande un travail intellectuel de prévision, d'anticipation. En termes de composition, en termes de cadrage, alors tu m'as parlé de la règle des tiers qu'il y avait dans ton verre de visée, tu m'as parlé de l'horizon virtuel qui était dans ton boîtier, mais comment on compose une image quand on doit imaginer, quand on doit imaginer une résultante qui est au-delà du temps. Comment tu travailles ta composition? Est-ce que le temps ne rentre pas du tout en compte? Ou est-ce que tu essayes de te dire, bon bah là, euh, je vais faire ma composition, ça doit durer 20 minutes. D'ailleurs, est-ce que tu fais d'abord ta composition, ensuite tu calcules ton temps? Est-ce que tu fais d'abord ton calcul de temps et en fonction de la résultante de temps, tu vas faire une composition en te disant, ah, là ça va être 20 minutes. Par rapport à ce que j'ai devant moi, en 20 minutes, il peut se passer telle chose ou telle chose dans tel coin. Comment tu travailles ça? Comment se fait ta compo, ta gestion de ce qui va être dans ton image, du hors-champ? Alors, petit aparté pour tout ce qui est noir et blanc, par exemple. Ouais. Je ne mets pas mon boîtier en noir et blanc. Je le laisse toujours en couleur. Pourquoi? Parce que tout est dans ma tête. Et quand je suis sur une scène, il y a l'image est déjà représentée dans mon cerveau. Et c'est après que je vais avoir la résultante, que je vais regarder mon boîtier et que je vais m'imaginer ça en noir et blanc et que je vais transposer après en noir et blanc grâce à Photoshop. Alors, avant que tu répondes, je remets une pièce sur ça. Quand je fais du noir et blanc, par exemple, je travaille en RAW, pas en RAW plus JPEG. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça, parce que peut-être que toi tu travailles en RAW plus JPEG. Donc, quand je travaille en RAW et que je travaille en noir et blanc, ma prévisualisation dans mon boîtier
est en noir et blanc, naturellement, quand le RAW arrive, il est, il est brut, il est en couleur et tu en travailles derrière. Est-ce que toi, tu fais RAW plus JPEG pour avoir quand même une trace de l'équilibre de masse qui était le noir et blanc sur ton champ? Ou est-ce que tu travailles purement en couleur et tu dis, voilà, de toute façon, voilà, je sais ce que je veux faire et je vais le travailler comme ça ensuite? C'est-à-dire que il y a une photo qui s'appelle La ligne des roches. Si tu veux, Ligne de rocher. si tu veux, on la mettra dans le descriptif pour que les personnes puissent voir. Et en fait, donc ça fait une ligne de roche, quoi, hein. Et quand j'ai fait la photo, je savais, dès le début, hein, quand je suis arrivé sur le spot, que ce serait en noir et blanc. C'est une manière de. C'est une manière de voir, c'est une manière d'anticiper l'image. Ouais, c'est intéressant comme manière de fonctionner. C'est une manière de dire, voilà, là, je sais que je shootais comme ça en noir et blanc, et t'as... Et je savais quel noir je voulais, quel gris je voulais, quel blanc je voulais. Et il m'a fallu 15 jours pour pouvoir la transposer après en noir et blanc. Alors, ça, attendez, on rajoute plein de trucs, mais c'est intéressant, ça ramène des éléments. Je n'oublie pas cette histoire de composition, on va revenir dessus tout de suite, mais du coup, j'en discute souvent avec une amie qui s'est mise à la photographie dernièrement, et qui me disait, mais du coup, quand est-ce qu'on sait qu'on doit faire une photo en noir et blanc, ou des choses comme ça, ou travailler le cadrage? Peut-être que tu ne verras pas la chose de la même manière. Je pense que en fait, c'est l'œil qui travaille au bout d'un moment quand vous allez prendre l'habitude de déclencher, et c'est pour ça qu'il faut, je vais dire souvent, non mais le plus souvent possible, avoir son boîtier avec soi pour déclencher, même si au final on fait rien des photos derrière, au sens où elles seront pas suffisamment qualitatives ou autres. Le fait de déclencher et déclencher et déclencher et déclencher, c'est un peu comme quand on voit, maintenant on le voit moins, mais des reportages sur des réalisateurs qui font une sorte de rectangle comme ça avec les doigts et qui ferment un œil pour créer un cadre. Il y a des moments, j'espère que ça te le fait aussi, parce que si ça ne le fait pas, je suis en train de passer pour un gros débile. Ce serait pas la première fois dans ce podcast. Mais il y a des moments où je me promène dans la rue, je suis en train de chercher l'inspiration, un truc comme ça, et mon cerveau, mon œil, me dessine un cadre. J'ai la sensation d'avoir un cadre qui apparaît et qui me dit, voilà, là, ma photo, mon cadrage, justement, il serait contenu dans cette partie-là. Je pense que ça, c'est accessible à tout le monde, on soit bien d'accord. Par contre, c'est pas du, enfin, c'est du travail, c'est surtout de l'habitude. Et en mangeant du cadre, comme pour répondre à cet ami, en mangeant beaucoup d'images en noir et blanc, on va se faire son œil, on va se faire sa culture du noir et blanc, et à un moment, on est capable de se dire, là, je veux que ce soit en noir et blanc, et je veux que ce soit tel type de noir et blanc. Je suis... Enfin, oui, oui. Non mais j'aime bien quand je fais un quart d'heure comme ça que tu me dis, ok, c'est bien, t'es non, d'accord avec moi, c'est ouais, parfait. en fait, je suis d'accord. Moi aussi, je travaille beaucoup le format du cadrage avec les doigts, avec les mains. Ça, je le fais, mais je le fais un petit peu moins. En fait, ça dépend des fois, ça dépend des jours. Sinon, c'est que oui, comme ça t'arrive, j'ai la scène devant moi et je sais ce que je vais limiter, ce que ça va, voilà, et ce que ça peut raconter aussi, parce que le cadrage va raconter aussi l'histoire. On en revient à cette fameuse question. Comment tu travailles ta compo? Est-ce que c'est d'abord le temps? Est-ce que c'est d'abord la compo? T'as répondu sur le noir et blanc. Alors en fait, je vais déjà faire la compo. C'est-à-dire que certes le temps, parce que la pause longue, c'est que capturer le temps qui passe sur un sujet. Bien sûr. Là, on est d'accord. Sauf que le sujet, c'est quand même la compo. Pour toi, le sujet, c'est pas la compo. Si, c'est de la compo, le sujet. Le sujet fait partie de la compo. Ah, bien sûr. Et donc, je vais composer. À partir de là, je vais calculer le temps. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, je suis à 1/500e de seconde. Ouais. Bah, au final, je vais mettre X filtres. Comment tu décides quel filtre tu veux utiliser?
Généralement, je travaille avec des filtres ND1024, Ouais, ND8, plus ND8 ou ND16. d'accord. Donc là, ça fait du En ND1024, si je dis pas de bêtises, on est à 10 stops déjà. top, ouais. Qu'est-ce qui justifie justement le choix du filtre par rapport à ta compo? Donc tu m'as dit, je compo, pardon, je compo, je fais ma compo, enfin je compose mon image, mon cadrage, je vais calculer mon temps, mais qu'est-ce qui... Donc, le calcul du temps, il se fait par rapport à un filtre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu vas te dire, bah, je vais plutôt prendre, soyons fous, un 1024 et un 64 derrière, et je me laisse une petite marge, parce que je sais que derrière, au développement, je vais pouvoir éclaircir, ou je vais travailler différemment. Qu'est-ce qui fait que tu vas prendre un filtre plus qu'un autre? Du résultat que je veux voir, que je veux faire transparaître en fait dans ma photo. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai des photos de vagues Ouais, en pose lente, ouais. pas forcément longue, mais lente. Et là, bah, soit il n'y a pas de filtre, soit il y en a un, ça va être du ND8, ND16. D'accord. Voilà. Et c'est tout. Je vais pas aller chercher forcément la technique à partir sur du 1 heure, 2 heures de temps. Tout dépend de ce que je souhaite faire. Et je crois que c'est quelque chose que j'abordais aussi dans ce fameux épisode 3. Je dis pas que c'est le truc à faire, absolument pas. J'ai pas cette prétention-là. J'aime bien shooter un peu sous-exposé, parce que... Mais vraiment un poil, vraiment un chouille, parce que je sais que au moment de faire mon développement, ça me laisse de la liberté pour ajouter un peu de lumière. Je trouve, hein, de manière générale en photographie, c'est plus facile de venir rajouter de la lumière que de venir en enlever. Alors naturellement, si vous êtes plus que Loki et que vous êtes complètement sous-exposé, mais fortement, vous aurez beau rajouter de la lumière, ça va être compliqué. Euh, mais voilà, sous-exposé, je trouve que c'est toujours mieux, à mon sens, dans ma manière de travailler, que sur Expo. Toi, tu travailles comment? Tu cherches l'exposition, enfin, par rapport au calcul du temps, du coup, tu essayes d'arriver sur la bonne exposition, on va dire l'exposition neutre. Il faut lui donner un nom, mais l'exposition juste, plutôt, ou tu essayes de taper un poil en dessous, parce que tu sais que justement, derrière, avec caméra RAW, tu vas, tu vas travailler d'une certaine manière. Non, je recherche à arriver à l'exposition de base. Ouais, C'est-à-dire que j'aurai pas de noir bouché, j'aurai pas des zones cramées. ouais. Et généralement mon histogramme est au centre et il est nickel. Tu travailles beaucoup avec l'histogramme? Je travaille avec l'histogramme, oui, forcément. Ouais. Forcément, on est obligé. On est obligé. Alors même si j'ai un petit côté travailler un petit peu à l'ancienne, je travaille aussi, enfin je m'aide des outils d'aujourd'hui, c'est-à-dire histogramme, etc., pour voir si mon image est bien exposée. Mais quelque part, on est obligé de travailler comme ça. Si tes noirs ils sont bouchés, tu peux, tu peux essayer de rajouter de la lumière autant que tu veux, hein. Ce sera bouché. Je fais juste un petit point raccord très très simple. Euh, Boucher sur exposé, ce sont des termes qu'on retrouve, on va dire, dans le graphisme, dans la photographie, dans les métiers de l'impression. Surexposé, en fait, c'est quand vous êtes en gros plus blanc que votre papier. C'est-à-dire que c'est tellement exposé qu'il y a tellement de lumière que la seule manière de la valeur seuil est atteinte. Donc on arrive à la valeur du papier, ce qui pose problème. Euh, on parle de cramer aussi. Boucher, à l'inverse, c'est qu'on est tellement sombre que la valeur de noir d'imprimerie est dépassée et que je cherche le mot, j'ai cluster en tête et c'est pas le mot, c'est pas cluster, ça se termine en ER, mais la tête de l'imprimante, euh, par rapport à l'information qu'on lui donne, va faire plusieurs passages pour rajouter de l'encre, et comme elle est obligée de mettre beaucoup d'encre, ça va justement boucher le papier est plus capable de l'absorber, et ça va faire un gros pâté. Voilà, donc quand on parle de boucher, de cramer, que vous ayez en conscience
que vous ayez en conscience. Que vous ayez conscience qu'on parle de ces valeurs-là. Soit c'est trop blanc, soit c'est trop noir. Est-ce que je la pose quand même parce que c'est pas en soi, elle est pas forcément infondée, elle est pas, elle peut se justifier comme question. Est-ce que il y a un, alors du coup ce serait pas un shutter, mais est-ce qu'il y a un temps de pause autour duquel tu te sens à l'aise? Non, c'est pas se sentir à l'aise. Est-ce qu'il y a un temps de pause, en pause longue, auquel tu aimes bien travailler? Est-ce que Généralement, je travaille dans les 5, 10, 15 minutes. Ouais. Voilà, entre 5 et 15 minutes. Voilà, ouais, c'est ça. Après, en dessous de 5 minutes, je travaille, mais plutôt en vitesse lente, c'est-à-dire un huitième, un quart de seconde. Et là, on peut avoir de très très beaux effets aussi, Mais du coup, sans filtre. avec filtre, mais ça va être du ND8 ou ND16. Ah, donc ça diminue ton nombre de stops très 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 largement, quoi. Oui, enfin, en ND8 ou ND16, c'est pas énorme. Non, non, enfin, quand je... non, pardon, excuse-moi, je me suis mal exprimé. Quand je dis ça diminue ton nombre de stops, c'est que un filtre ND1000, c'est un écart de 10 stops. Un filtre ND8, c'est quoi? C'est 3 stops ou 4. 2, 4, 8, 3 stops. Donc ça décale très très peu ton shutter, en fait. Tu restes C'est sur... ça, ouais. Alors, là, je mets juste un petit biais. Je voulais faire une opposition entre différents styles de photos. Donc, par exemple, le selfie, qui est une photo qui est très rapide et qui apparaît tout de suite et qu'on va consommer tout de suite. Je voulais opposer ça à, à la pose longue et au portrait. Tu as déjà essayé de faire des portraits en pose longue? Tu te vois à un moment tester des trucs comme ça? Il sourit en mode, mais dans quoi tu m'embarques là avec tes questions? Je savais que cette question allait venir. J'ai un projet dessus. Ouais. Je vais pas forcément m'étendre sur le sujet aujourd'hui Ouais, pour éviter de me faire piquer l'idée. Tout à fait. Mais en tout cas, pour revenir à ta question, oui, c'est faire du portrait en pose longue. C'est dans les tuyaux. Bon, bah, je suis cool. Bah, C'est dans les tuyaux et je pense que bientôt, c'est-à-dire quand je dis bientôt, c'est d'ici le mois de septembre, vous en aurez déjà une ébauche. plus sur une question d'organisation. Alors, naturellement, je compte pas et je te demande pas de me donner tous tes secrets, puisque tu les réserves à tes étudiants en workshop. Mais sur la partie météo, euh, sur la partie temps, mais au sens weather, pas au sens le temps qui passe, est-ce qu'il y a des moments, est-ce qu'il y a des saisons? On parlait d'heures bleues tout à l'heure et d'heures dorées. Alors ça, naturellement, ça change aussi en fonction des saisons. Ça se rallonge, ça se raccourcit aussi en fonction des saisons. Mais est-ce qu'il y a des moments qui sont plus propices à la photographie en pose longue? Oui. Alors déjà, on va éviter, je dis bien on va éviter, tout ce qui est tempête de ciel bleu. J'aime pas ça. C'est-à-dire, non, moi, nuages. Ouais, les bons gros nuages là qui te foncent dessus, là avec le grain, donc la flotte qui arrive juste après, c'est sympa. Florent Renaud, si tu nous écoutes. Salut. Bonjour. Voilà, ça c'est les nuages. Ouais. Ouais. Il faut qu'il y ait de la matière. Faut avoir de la matière. Que ce soit le ciel, tu aimes avoir de la matière. Que ce soit de la mer, pareil, tu cherches quelque chose avec une petite houle ou... Pas forcément? Pour tout ce qui est haut, je sais quel rendu ça va avoir. Donc là, pas forcément. Après, c'est surtout de la matière dans les nuages. C'est-à-dire que le week-end dernier, j'ai voulu faire de la photo un matin. Je me réveille, il était 6 heures, après une très très courte nuit. Et là, je m'aperçois que le ciel, il est complètement blanc de nuages. Mais quand je dis blanc, c'est uniforme. Et là, bah, je regarde ma compagne et puis je lui dis, bon bah, Attends 3 heures. on va faire dodo parce que là, le ciel,
il est blanc, donc on va se recoucher. Et puis après, toute la matinée était comme ça. Et j'ai réussi à sortir une seule photo l'après-midi. Mais où je suis plutôt content. Toi, tu préfères travailler à quelle saison? J'aime beaucoup travailler quand il y a des tempêtes. Donc ça va être plutôt l'hiver. Donc tempête, mais des fois je fais pas aussi durant les tempêtes. Ça m'est déjà arrivé aussi de sortir comme là, très belle photo durant l'été. Il faut juste qu'il y ait de la matière. Ah bah avec le ciel qu'on a en juillet, là tu dois être content, hein, Mais là, t'es pas près de la mer, mais, mais ah bah, ouais, le non, pont c'est Alexandre cool. III, tu vas te faire plaisir, là, parce qu'avec les traînées qu'on a C'est dans le ça, ciel, ouais. tu vas aimer, hein, ça va être sympa. D'accord, donc plutôt... Donc il n'y a pas réellement de saison. C'est par contre, je vais plutôt jouer sur la course du soleil pour éviter qu'il soit. Et encore, je vais faire un aparté parce que bon. Donc pour éviter qu'il soit dans le champ. D'accord. Et quand je dis ça, c'est parce que là j'ai commencé une série au mois de mars, juste avant le confinement, où j'ai commencé une série donc durant une tempête. Et en plein cadre, à chaque fois, t'as le soleil Alors, à travers les nuages. question euh, purement, on va dire bassement technique, hein, ça change rien, c'est pas la question, mais ton boîtier actuel, il déclenche avec une définition de 24 mégapixels. 24 mégapixels. Donc c'est un petit peu comme ce que j'ai, t'es au-dessus de ce que j'ai avec le 5D. 5D Mark II, pardon. Tu essayes de shooter, je vais dire toujours plein capteur. T'essayes de pas recroper, donc parce que sinon, après selon en fonction de, pardon, selon comment la lumière, le soleil apparaît dans ton temps de pause, tu peux plus ou moins, comment dire, venir recroper, mais ça t'oblige parfois à perdre des éléments qui sont quand même vachement intéressants de ta photo, et c'est pas forcément le plus sexy non plus, t'as peut-être pas envie de faire ça, quoi. Non, je recroppe pas forcément mes photos. Quand je les recroppe, généralement, ça va être en 16 neuvième, comme tu peux voir là. Mais Je l'avais vu en rentrant, on parle d'une... Je me tourne pour toujours être face au micro, mais on enregistre chez l'ami Kevin, et une très belle photo en noir et blanc d'un phare qui est au bout d'une jetée avec un petit pont et un petit bras d'eau qui passe. Enfin, c'est le phare du petit Minou, le phare du petit Minou. tout à fait, Ça ne s'invente pas. qui se trouve donc au début de la rade de Brest. D'accord, mais toujours dit qu'il fallait que j'aille traîner un petit peu là-bas. Euh, Toujours sur ces questions d'organisation, de préparation, mais on en parlait tout à l'heure, entre chien et loup, tu es plus heure bleue, tu es plus heure dorée. Aujourd'hui, Non, non. de manière générale, dans ta manière de travailler, enfin, c'est pas une question de là où Je tu suis te sens plus à l'aise. Ouais, non, je suis plutôt en plein jour. Quand on regarde mes photos, elles sont prises en plein jour. Donc c'est plutôt heure plein jour. J'ai des photos qui sont durant l'heure dorée, pardon. Mais l'heure bleue, je l'ai fait lorsque j'ai commencé la photo. Mais je ne travaille plus forcément durant l'heure bleue. Euh, Question, est-ce que... Toujours par rapport à ça, et en même temps je suis en train de bidouiller mon téléphone, parce que tout à l'heure je vous parlais d'une application qui est ND Filter, et je ne pense pas que ce soit cette application-là. J'en ai utilisé une autre, faudrait que je la retrouve, mais il y a aussi des applications justement qui, comme vous l'avez bien compris, l'heure bleue et l'heure dorée changent en fonction des saisons, travaillent avec... vous pouvez avoir une petite appli qui vous dit, bah voilà, donc là, aujourd'hui on est le 6 juillet, 6 juillet 2020, et ben voilà, l'heure bleue entre telle heure et telle heure, première version d'heure dorée le matin entre telle heure et telle heure, deuxième version d'heure dorée le soir entre telle heure et telle heure. Des petites choses qui permettent de, on va pas dire les penses-bêtes, mais de s'organiser peut-être un petit peu différemment. C'est surtout très, très important pour lorsqu'on part faire de la photo, que tu as je sais pas combien d'heures de voiture à faire.
Donc tu le fais pas le jour pour le lendemain généralement, mais même si tu le fais, tu sais où le soleil sera euh, dans ton espace. Et ça, c'est quand même vachement agréable. Parce que ça permet d'anticiper. Tu prépares tes shoots combien de temps à l'avance? Tu fais du repérage avant? Alors en fait, les repérages, c'est assez succinct, mais il y a quand même du travail derrière. C'est-à-dire que quand je dis que c'est succinct, c'est que je ne vais pas me déplacer pour repérer. Ouais. C'est-à-dire que Google est mon ami et je travaille beaucoup avec l'image satellite. Et puis il y a aussi des gens qui posent des petites photos comme ça, en mode touriste. Et moi, quand je vois un élément, je me dis putain, mais cet élément-là, il me tape dans l'œil. Ouais, Bah, je vais là, y il y a un aller. truc à faire, Il y a un quoi. truc à faire. Et en fait, je travaille beaucoup comme ça. Et quasiment que comme ça. C'est du moment que ça marche et du moment que ça te satisfait. Et parfois, il faut être pragmatique. Tant que ça fonctionne, Bah, faut y aller. faut avoir du temps aussi, un moment, pour prendre sa voiture, déjà avoir une voiture, prendre sa voiture et se dire, allez, on va se descendre la partie sud de la côte bretonne, là, et puis se trouver un coin sympa. Enfin, soit on est originaire, soit on a passé des vacances, soit on a du temps. Euh, et c'est ce que fait aussi, je pense, Florent Renaud quand il parle de ses virées en voiture. Enfin, lui, après, c'est un peu différent parce que Il doit suivre l'orage. il suit l'orage, mais ça lui arrive de le suivre sur des coins qu'il connaît déjà, où il a fait un petit peu, où il a repéré un petit peu en se disant, bah, là, je suis dans telle partie, là, il y a tel mont, il y a tel point de vue au-dessus, là, il y a un orage, donc il y a cette partie en préparation avant. Donc mais c'est une méthode c'est une méthode de travail, et je pense que t'es pas le seul à l'utiliser. Et non, il y en a beaucoup, hein, des gens qui travaillent comme ça, via Google. T'as déjà répondu à cette question, mais quand même, tu as déjà essayé la photographie de pose longue avec un autre médium. Alors j'ai écrit l'homographie, mais tu m'as dit que tu n'avais pas fait de photo péloche. Téléphone portable, juste pour la blague, tu as déjà essayé le- la pose longue au portable? Alors, le téléphone est un outil qui est fabuleux pour téléphoner. Pour faire de la photo, je les laisse aux touristes. Oh, c'est pas gentil ça. C'est pas gentil. Je suis absolument pas d'accord. Je m'inscris en faux. Le téléphone est certes un outil fabuleux pour téléphoner. Je ne suis pas d'accord, tu le sais. Le téléphone est très bien pour faire de la photographie. On peut faire de la photographie au téléphone. Après, c'est certain, la taille du capteur, la manière de fonctionner du téléphone sur le shutter fait que on va travailler différemment. C'est comme si Almodovar avait dit bon bah alors la RED c'est fait pour filmer, le 5D c'est fait pour photographier, donc venez pas me baver sur les rouleaux à faire des films avec votre appareil photo là parce que mais qu'est-ce que c'est que mais enfin qu'est-ce que c'est que cet élitisme. Non, non, Euh, non, c'est pas l'élitisme, Non mais mais je sais, je te taquine. quand je vois qu'il y a des gens qui... Enfin, je vais pas sortir des grands noms, parce il y a un grand nom hein, dans la photo qui fait ça, qui fait des tutos et tout sur les téléphones portables. Quand je vois ça, ça me rend juste un peu fou, parce qu'au final, les gens vont croire qu'on peut faire de la grande photographie alors que derrière, tu as 3 heures de Photoshop, etc. Mais quoi. c'est le problème, ça, on avait parlé Et quand on s'était voilà. rencontrés, quand on est déjeuné ensemble, c'est le problème des pubs qui à un moment étaient affichées sur les quais de métro Apple, et c'est pas spécialement par rapport à Apple, hein. C'est vous avez un encart pour protéger le métro 14 qui fait 90 cm de large sur 2 mètres, 2 mètres 50 de haut, et il y a une photo qui est apposée là, il est marqué photographie avec l'iPhone, et en dessous, il y a un petit astérix pour dire pas photo améliorée, mais photo préparée spécifiquement pour l'agrandissement et retravaillée en, en aval, en amont, donc retravaillée en aval, un peu comme les photographies de modèles en disant, bah voilà, le modèle a été retouché. Il est évident, si vous vous intéressez un petit peu à la photo, si vous avez un petit peu écouté le podcast depuis le début, si vous vous intéressez un petit peu à la technique, que un capteur d'appareil, un capteur de téléphone est pas capable de venir pondre un fichier sur une taille aussi haute. Après,
pour leur défense, ce sont quand même des fichiers qui sont faits pour être vus à une certaine distance. Donc quand on s'approche, quand on descend sur le quai, c'est tout à fait qualitatif. Quand on va rentrer dans le métro, qu'on jette un coup d'œil à l'image, on a des artefacts de compression, on a des artefacts de chromie, on a des artefacts de définition euh, qui sont tout à fait normaux. Après, quand vous voyez une affiche qui fait du 4x3, ou enfin des grandes affiches où c'est une photo, je vous rassure, c'est une photo qui est faite déjà à plusieurs millions de pixels avec des boîtiers, et après on a des techniques pour extrapoler et permettre d'afficher. Mais c'est un autre débat. Pour moi, la photographie... Je t'en prie, vas-y. En 4x3, il y en a énormément qui sont au moyen format aussi. Oui, bah, bien sûr, t'es Voilà. obligé d'avoir énormément de définition. Ouais. Mais pour finir cette parenthèse, je pense et je trouve que le téléphone portable est un très très bon outil pour découvrir la photographie, se mettre à la photographie. Bien sûr, quand tu cadres à bras tendus avec ton téléphone et les deux yeux ouverts, non, tu cadres pas. Mais je préfère quelqu'un qui va commencer à faire ça et qui par la suite va s'intéresser à la photographie et va peut-être passer sur un boîtier d'occasion ou un truc comme ça. J'allais dire qu'une personne qui fait pas de photo, c'est pas une obligation de faire de la photo. Mais des outils comme Snapseed, des outils comme Instagram, des outils comme Open Camera permettent de mettre un pied dans la photographie, et après, tout le monde n'a pas forcément la prétention, monsieur Tadej, de faire des photographies de poses longues, ou... Je comprends ce que tu veux dire. Alors oui, je vais rebondir là-dessus. Vas-y, rebondis, je t'en prie. Vous voulez commencer à faire de la photographie, c'est très bien. Venez juste acheter un appareil photo compact. C'est aussi simple que ça. Mais je suis d'accord. Pour 200 €, t'as un petit compact et tu peux te mettre à la photo et le capteur sera quand même meilleur Mais bien sûr, qu'un téléphone. Sur ça, il n'y a aucun souci. Sauf que qu'on soit sur du compact, qu'on soit sur du bridge, qu'on soit sur du réflexe, qu'on soit sur du moyen format, il y a quelque chose que les appareils photo ne font pas et que fait le téléphone portable. C'est qu'il tient dans la poche. Et on a... ça commence à chouiner là en face. On a... En fait, ce que je veux dire avec ça, c'est que toute personne qui a un téléphone portable est potentiellement capable de déclencher avec. Et je connais des personnes qui shootent, et ça m'arrive aussi de le faire. Là, je prépare une séance de portrait avec une amie. Quand je fais du repérage, quand je me promène dans des coins, si j'ai besoin de faire une photo de repérage, je vais mon téléphone sur moi, Kevin, je vais la faire en repérage. Je vais pas venir avec un 1740, le 5D, le grip au bout du bras et faire vas-y, bouge pas, je prends la lumière. Non, mais c'est pour du repérage, quoi. Oui, mais le repérage, ça reste quand même de la photographie. Et de la photographie, même de mauvaise qualité sur Instagram, ça reste quand même de la photo. Mauvaise qualité. Mais oui, enfin, mauvaise qualité, qualité moindre, parce qu'il n'y a pas de mauvaise qualité, mais qualité moindre. Mais il y a des personnes qui recherchent ça et qui apprécient ça. Hein. Oui. J'aime bien le... Oui, passons à la question suivante. Non, mais oui, le goût et la nature, enfin, le goût est partout dans la nature, oui. Est-ce qu'il y a des... Alors, sans forcément dévoiler les... Et je trouve que ça rebondit bien, justement, par rapport à la digression que je viens de faire, pour les personnes qui me corrigent sur ma manière de dire digression, pas de digression. Est-ce qu'il y a des conseils très rapidement que tu pourrais donner à des personnes qui nous écoutent et qui voudraient se mettre à la photographie de pose longue? Alors, je te dis pas, je te demande pas, vas-y, donne-moi les calculs, tout ça. En plus, les calculs, très honnêtement, et c'est pas pour te tirer une balle dans le pied, parce que tu le dirais toi-même, on les trouve sur Internet. Enfin, du moment où vous faites une recherche sur un forum photo plutôt bienveillant, hashtag l'épisode 7, les forums photo, plutôt bienveillant sur la technique, vous allez les trouver très simplement. Mais là, si quelqu'un te dit, ok, là j'ai envie de me mettre à la pose longue, 3 points que tu lui conseilles pour sortir un truc où il va un petit peu profiter quand même. Déjà, faut être patient. Voilà, faut être très très patient. Ça va pas venir du jour au lendemain. Quand je dis ça, c'est le résultat va pas forcément être attendu. Voilà. C'est-à-dire que pour réussir, il faut s'entraîner. Voilà. Donc c'est
patience, de la pratique, et puis persévérance, quoi. Même pas un petit pied photo, même pas un petit... Ah si, après, non, mais après, si on parle technique, bien sûr, ouais, ça va être donc pied photo, un appareil photo, voilà. Et puis télécommande, et après les filtres. Ça vient pas, c'est secondaire, ça vient c'est- par la suite. Alors, c'est. Bah, en fait, si tu souhaites quand même faire des photos de pause longue en pleine journée, à voir les nuages qui passent, etc., c'est quand même bien d'avoir des filtres. Bien sûr, mais est-ce que... alors je ne sais pas, est-ce que quand on commence par de la pause longue, euh, on commence forcément par de la photographie de jour. Quand j'ai commencé à faire de la pause longue, j'étais aux Beaux-Arts, et justement j'avais vu c'est une question qui vient par la suite, j'avais vu le travail, on m'avait fait étudier le travail de Sugimoto, qui s'est aussi amusé à éclairer des pierres tombales à lampe de poche dans des cimetières la nuit, et à ce moment-là, à cette époque-là, j'aimais beaucoup la photographie urbaine. J'aime toujours autant, mais je suis un petit peu plus fainéant sur la chose. Et j'avais emprunté une lampe torche avec un long faisceau, genre 25-30 mètres, si tu veux. Donc, c'est quand même de la bonne langue poche. Et j'allais à Cambrai, et sur des bâtiments existants ou sur des bâtiments en construction, je venais à la pose longue redessiner des formes et redessiner de la matière. Donc, pour commencer, bien sûr, les filtres vont être très importants et nécessaires, pas forcément pour commencer. Non, mais ça va. On va vite en avoir besoin. Ah oui, bah dès que tu te dis c'est sympa, je fais ça la nuit, là j'ai envie de choper un truc en pleine journée, ou au petit matin, ou en fin d'après-midi, enfin été 7 heures du soir, une luminosité normale, faut un filtre. Enfin, faut pas un filtre Mais même, 1024, hein, mais faut un filtre. il fait un filtre. Même, je sais pas moi, il est 7 heures du matin, à l'heure actuelle, il fait déjà jour. Il faut un filtre, hein. T'as beau fermer, hein. Alors déjà, je déconseille de fermer en plus. Alors l'ouverture, hein. Quand J'avais je dis, compris. Tu ouvres à combien ou tu fermes à combien, toi, généralement? pas plus de F11. Pas plus de F11, ouais. Ouais, ouais. Parce que quoi, après, tu trouves... Bah après, t'as la diffraction, t'as une paire de piquets. Sur certains objectifs, Tu tu utilises quoi l'as. comme... alors, on fait une micro parenthèse technique. Tu utilises des objectifs particuliers? Tu utilises quoi comme objectif? Alors, j'ai un 24-70 de 8 de chez Sigma. J'ai un 51-4 de chez Nikon. Un Sigma 105 de 8 et un 150-500 auquel j'ai déjà fait de la pose lente avec. Et donc, le plus large où tu ouvres, c'est... Enfin, le champ de vision où tu ouvres le plus large, c'est 24. T'as jamais été tenté de passer dans du... J'allais dire ultra grand angle, quelque chose qui descend en dessous des 20? Mon budget ne me permet pas, j'aimerais d'avoir un 16-35. C'était juste une question Ça, non, non, mais je te réponds. D'accord, c'est vraiment une question, c'est purement une question de budget. Ouais, parce que le 16-35, il me fait très envie. Ouais. Euh, Il ouvre à combien? T'en as deux. T'as un 2.8 et un 4. Après, dans les photos, comme t'as pu voir, et comme on peut voir sur mon Instagram ou sur mon Facebook, euh, mon cadrage est assez particulier. C'est-à-dire que on va bien voir le sujet, et dans sa masse, on sait que c'est entouré d'eau, et voilà. Par contre, je vais pas mettre dans un ultra grand angle pour le noyer dans... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En termes de... en graphisme, en graphisme, on appelle ça la respiration entre les paragraphes, les choses comme ça. Faut que ce soit balancé, il faut que ce soit quand même bien équilibré. Si je comprends bien, tu aimes bien avoir ton sujet soit à gauche, enfin peu importe, mais qu'il soit présent, mais qu'il ne soit pas noyé dans une masse de respiration qui soit trop grande et qui... Voilà. J'ai certaines photos, c'est comme ça, mais pas toutes. Majoritairement... Majoritairement, t'aimes pouvoir te concentrer. Bah, sur la photo qui est derrière, c'est très bien équilibré. Et ton sujet, sur le phare du petit minou, tu as le phare, tu as la jetée qui amène. Et
c'est très bien équilibré et ça ne se noie pas. Mais voilà, tu vas pas faire un plan. Alors, c'est pas de la pose longue, mais c'est pour donner un exemple. Tu vas pas faire une photo à la Salgado ou à Yann Arthus Bertrand vue du ciel où au final il y a un élément qui peut se représenter en termes de motif, se répéter en termes de motif, mais qui est noyé dans une immensité. C'est pas l'immensité qui t'intéresse dans ta prise de vue. Voilà, non. Et là, par exemple, on est à 50 mm. Ouais, c'est propre, c'est super propre. Voilà. On parle justement de d'autres photographes. Est-ce qu'il y a des... alors, tu m'as déjà répondu et on a commencé l'épisode avec cet illustre photographe américain, mais est-ce qu'il y a des photographes qui t'inspirent justement dans le domaine de la pose longue, autre que ce photographe-là? Est-ce qu'il y a des photographes qui t'inspirent dans d'autres champs de la photographie? Oui, donc il y a qui? Dans d'autres champs, il y a Tyler Ray. Alors lui, c'est un photographe de mariage qui met ses mariés dans le paysage. J'adore. Voilà. Ça, c'est Tyler Ray. Franchement, si alors c'est Bah, Tyler. T'embête pas, on mettra Ouais. tu me donneras les liens et puis RYE, on mettra ça dans le dans les liens. dans les liens de l'épisode. Donc ouais, donc par rapport à la photographie de mariage, ce monsieur-là qui met les mariés les mariés dans le paysage. Ouais. T'as déjà pensé à un moment à mettre des alors après la photographie de mariage c'est autre chose. On va juste faire une question très courte sur ça parce que j'imagine que j'aurai un invité pour ça à un moment. Le moment n'est pas encore venu, mais j'aborderai la question avec un autre invité sur le mariage. Bien sûr, il y a une question de commande dans ces cas-là, mais tu as déjà voulu, ou tu as déjà tenté, ou on t'a déjà demandé de mettre de la notion de pause longue dans de la photographie de mariage? Alors pour répondre, dans la photo de mariage, je débute. Ah ben c'est pas un problème en soi. Il faut bien commencer. C'est pas parce que c'est pas parce que tu débutes dans la photographie de mariage que tu débutes dans la photographie, donc c'est Oui, pas oui, non, non, dans la photographie de mariage, c'est pas je là, débute. c'est pas bah, c'est très honnête à toi de le dire et en plus les photos de mariage qu'on peut voir sur ton travail sont très très bien, donc c'était juste savoir si tu avais essayé de mélanger les deux techniques. Euh, Ah bah oui, puisque j'avais pas fini en fait. Ah ben voilà, et ben voilà, et ben Euh, voilà, il pose des questions, Gozer, et puis il écoute pas les gens répondre. Il y a aussi Frody Brinks. Alors lui, c'est un Islandais. Euh, et j'adore son travail. Et on se suit. Ah, c'est cool ça. Et on se suit, ouais. Et c'est quelqu'un avec qui t'as déjà essayé de discuter en MP, c'est quelqu'un qui est abordable. Effectivement, on a déjà parlé un peu en MP, ouais. Et non, franchement, j'invite les gens à aller découvrir son travail. Et la communauté, c'est une question pour Aliska, ça. La communauté des photographes de pose longue est plutôt bienveillante, ça se passe bien, ça se tire pas trop dans les pattes, ça partage ses petits tips ou pas du tout. Ouais, ça va, non, c'est cool. Franchement, c'est cool. Bah, de toute façon, que ce soit pose longue ou même nature, hein. Photo nature, c'est une grande famille. Voilà. C'est je vois ouais, durant les festivals, on se voit, Ça fait, c'est une dinguerie, quoi. je vais décaler le petit paragraphe le petit chapitre sur Sugimoto parce que ça fait plusieurs fois que tu me parles de ça. Festival, concours, donc c'est très bien parce qu'il il faut mettre sa photographie en avant quand on fait de la photographie, même au téléphone portable. Il y a Instagram pour ça, mais il faut mettre ça. Alors là, vous le voyez pas, mais Kevin est en PLS, il commence à faire un table flip Je commence à baver. sur son plan de travail. Non, il faut montrer son travail et du moment où on fait de la photographie, c'est un choix de raconter quelque chose, de mettre quelque chose dans son cadrage, donc il faut montrer son travail. C'est important, je pense. Tu participes à beaucoup de festivals, tu vas sur quel type de festival? Est-ce que tu te forces, j'aime pas ce terme forcé, mais est-ce que tu te dis, voilà, bah, il faut quand même que je fasse des concours pour avoir un avis extérieur pour avoir un avis extérieur sur ton travail, pour montrer ton travail? Tu vis comment par rapport à ça? Festival, concours
Là, cette année, je sais pas combien j'en ai concouru sur 2, dont un où je suis primé, donc c'est plutôt cool. Après, les festivals, en fait, Les festivals. Non, non, les festivals. les J'ai juste envie de festivals, t'emmerder. les festivals sur mer, euh, Donc, ouais, les festivals. les festivals, ouais, j'en ai fait combien? 12 en un an et demi. Ah ouais, t'es diamétralement opposé au concours, quoi. On te voit dans tu éponges les festivals. Et donc, alors, J'ai épongé durant l'année 2019. On est en quelle année là? 2020. on est en Donc 2020. c'est 2018-2019. Ouais, t'as fait beaucoup de festivals. Ouais, ouais. Ouais, Et du coup, franchement. ce sont des rencontres qui te. Qu'est-ce que tu trouves Qu'est-ce que tu trouves en festival Excuse-moi, avant que tu continues, juste un biais. Euh, Est-ce que ce sont des festivals où tu vas en tant que festivalier ou est-ce que ce sont des festivals où tu exposes ton travail? Où j'expose mon travail. C'est-à-dire 12 en un an et demi. Ce qui change la problématique. Enfin, la problématique. Ce qui change l'approche. Moi, j'y vais pour montrer, pour sensibiliser aussi, quelque part, le public. Le sensibiliser, c'est-à-dire à la nature, et aussi à l'image, puisque c'est de la culture. J'allais utiliser une formule, une phrase qui serait un peu taquine, mais qu'au final, je trouverais assez malheureuse. Euh, il y a tous des choses. On sait, je pense on doit tous être conscients en photographie, même de manière générale, que c'est même une question par la suite. On ne sait pas tout et on apprendra tout le temps. Et je pense que c'est quelque chose qui s'applique aussi euh, hors du domaine et au-delà du domaine de la photographie. Euh, et donc, c'est normal qu'il y ait des personnes qui ne sachent pas, des personnes qui savent. C'est normal qu'il y ait des personnes qui ne sachent pas et qui puissent être interrogatrices et se poser des questions. Après, ce qui est dommage par rapport à, et sans relancer la discussion sur l'anecdote de tout à l'heure, c'est que à un moment, on a une conviction qui est telle que on se met des œillères et du coup on passe à côté d'un savoir. C'est un peu ça qui est dommage. Alors en fait, on peut très bien être interrogatif, mais on ne doit pas être affirmatif, surtout sur un sujet qu'on ne connaît pas. C'est une question d'ouverture d'esprit, c'est une question de d'éducation, enfin c'est une question d'éducation, c'est une question de, je pense que, alors on fait des grands parallèles là, hein, donc on va éviter de tordre le bec d'un canard ou d'enfoncer des portes ouvertes, mais toi tu es autodidacte, moi je ne le suis pas sur la photographie, sur la création de podcasts, sur le montage de son, j'ai pas honte de le dire, je suis complètement autodidacte, ce qui fait que je suis peut-être plus à même d'être plus ouvert sur ce qu'on peut me dire sur le son que sur la photographie. Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que il faut garder. Et je pense que c'est aussi ça où les festivals doivent énormément amener, c'est que tu as un échange, j'imagine, un échange avec des personnes qui amènent une fraîcheur à la vision de la chose ou des interrogations qui, sans remettre ton travail en cause, quand je dis en cause, en te disant ah bah tiens, je peux voir ça complètement différemment, mais Oui, complètement. C'est l'échange, et l'échange, ça permet d'avancer. ouais. Mais ça, mais dans tous les sujets. Et du coup, S'il n'y a pas d'échange, on ne fait plus rien. quel est l'accueil, je vais dire que réserve. Comment ton travail est accueilli de manière générale en festival? Non, le travail est plutôt bien accueilli. Le travail est plutôt bien accueilli. Après, je fais énormément de festivals euh, nature. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, Donc, c'est déjà, il y a un parti pris, tout ce qui est environnemental. tu peux complètement les citer, tu peux complètement les saluer et cibler des festivals. Hein. N'hésite pas. Non, non, mais tu peux faire du name dropping sur deux trois festivals, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Donc, j'ai fait le festival pendant 10 jours de l'oiseau et nature. Donc, ça qui se trouve à Saint-Valery,
sur Somme, donc en baie de Somme. Et c'est un festival qui est juste génial, quoi. Il y a des petites lumières, vous le voyez pas parce que c'est de l'audio, mais il y a des petites lumières, il y a des petits flares en pause longue qui apparaissent dans ses yeux, là. Je vais aller à Épinal, là, à Épinal. Donc, au mois de septembre. Premier festival à Épinal, tu peux donner les dates? 12 et 13. 12 et 13 septembre. 12 et 13 septembre, ok, à Épinal. La thématique du festival, c'est quoi? Ah bah, il y aura du portrait, de l'architecture, du paysage. C'est un festival au sens... pardon, c'est un festival photo au sens large. Oui, multithème. Tu vas y présenter quoi? Bah, ma série Mère Nature, donc, est fait de... alors là, je sais pas encore je sais plus combien de photos je vais y mettre et exposer. Mais c'est encore une dizaine de photos que je vais exposer. Donc, dans des grands cadres, Ouais, quand même. c'est ce que j'avais posé comme question. Ouais, 60 sur 90. 60 par 90. Ouais. D'accord. Papier, Dibon, papier d'art. Alors, on mélange différentes questions là, mais c'est aussi bien comme ça. On avait parlé de Handmill quand dans notre apéro confinement WhatsApp. Plutôt papier que Dibon? Pour l'instant. Pour l'instant, d'accord. Si je dis pas de bêtises, t'es représenté aussi par une agence ou par une maison de photos, toi, sur tes... Oui, je suis en agence photo. Voilà. Et alors, le fonctionnement de l'agence, c'est quoi? C'est, moi, je leur soumets donc des photos. Et eux, c'est de les vendre pour des magazines, pour des livres. D'accord, ok. Donc tu es représenté comme ça. Très rapidement, avant de reprendre les questions, on fait une petite pause sur un photographe. J'en ai déjà parlé très rapidement, mais si vous expliquez pourquoi ce photographe en particulier sur la pose longue m'a marqué. Donc Hiroshi Sugimoto. Ce que j'apprécie, c'est qu'il va sortir pour moi la pose longue d'un... Attention, je mets des air quotes, d'un contexte prétexte pour l'utiliser vraiment comme une technique et questionner la composition, questionner ce qui vient photographier avec. Et quelque chose d'intéressant, c'est que à la base, c'est quand même alors certes, il est né en 48 à Tokyo, mais c'est quand même un architecte et un photographe. Et il y a un travail du temps. Comme on parlait tout à l'heure de la composition et de se dire ah bah tiens, il faut que j'imagine que je vais shooter pendant 20 minutes et que dans ma composition, il va se passer ça. Là, on parle de quelqu'un qui va prendre un espace vide et qui va se dire ok, on va construire un bâtiment, on va construire quelque chose, donc une application dans le temps, et en plus, une fois que ce sera construit, ça va devoir vivre dans le temps. Il n'a pas fait que ça en photographie, Sugimoto. Je vous invite à regarder son travail. Je pense que je vous remettrai, comme d'hab, une petite page Wikipédia, un petit lien, vers son travail, mais ça reste un photographe contemporain, puisqu'il est toujours des nôtres, que je vous conseille de regarder un petit peu. On revient sur des questions. Il me reste 5 questions avant qu'on arrive à la fin de cet épisode et qu'on parle peut-être d'actualité, de choses comme ça. J'allais dire question blague. Non, il n'y a pas de question blague, mais question peut-être plus technique, mais qui a déjà largement répondu. Sur quel mode utilises-tu ton appareil photo? Est-ce que tu as un mode bulbe? Est-ce que tu as un mode... Automatique. Le seul mot. Je l'attendais en plus. Il m'a regardé, il a regardé le micro, il m'a regardé. Il était ok, c'est bon, vas-y, sors là. Sors là, ta Valda. D'ailleurs, je sais même pas, tu rigoles, mais je sais même pas, parce que je l'ai tellement pas utilisé, je sais même pas si le mode automatique permet de descendre sous des valeurs de shutter qui correspondent à de la pose longue. Il va te dire jusqu'à 30 secondes, mais pas plus. Oui, mais bon, 30 secondes, t'es déjà de la pause longue. Mais après, comme c'est le mode automatique, de toute façon, il va compenser ta montée en ISO, il va compenser ton ouverture. ISO, Ah bah oui, bah là ouverture 1.8, voilà quoi. C'est certain que ça va piquer un peu. Donc sur ton boîtier, t'as donc manuel, alors j'imagine à minima manuel, mais t'as un mode bulbe sinon? T'as un mode qui est dédié à la pose longue ou pas du tout? Tout à fait. Alors il faut savoir que sur tous les boîtiers, il y a le mode bulbe. Alors tout boîtier réflexe et hybride. À partir de quelle date?
Parce que je voudrais pas... Ouais, je te parle des trucs contemporains quand même. Hein. Papy Gozer, s'il te plaît. Le 20D, le 20D de 2004, ah bah il a un mode manuel. Mais en fait, c'est ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ton mode bulbe... Alors on se balance des petits pics avec Kevin, mais c'est une discussion qui est intéressante sur si ce n'est le form factor, la manière dont c'est présenté, c'est que sur le 20D, donc un 20D c'est un boîtier qui date de 2004, vous avez un mode bulbe. Sauf que le mode bulbe, il est dans le mode manuel, et c'est quand vous dépassez le shutter à 30 secondes, là, votre appareil vous dit « Ok, là je rentre en mode bulbe ». Alors que on a véritablement un mode, de manière de dire, sélectionnable directement. Maintenant, moi je suis sur le 5D Mark II, on a directement le mode B, où ouais, on shoot, quoi. Ça, c'est pour Canon. D'accord. Ah, voilà, ça y est, ça commence. Voilà. Tu prends par exemple Nikon ou autre marque. Ou autre marque. En fait, tu dépasses ton shutter de 30 secondes et après, tu as le mode B. D'accord, mais ça, on l'a... Pas mode de roulette bulb. Non, tu n'as pas ça. Donc, tu tournes. Tu tournes, quoi. Tu tournes jusqu'à jusqu'à atteindre le mode bulb, et puis voilà. Que tu vois le bulbe apparaître. D'accord. Pour le calcul du temps de pause, tu m'as déjà répondu. Et c'est tout à ton... Ouais, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Pour tout à l'heure, j'ai forcément raconté une bêtise. Non, je ne suis pas en automatique. Je suis en mode tout manuel. Aussi... Non, mais s'il te plaît, les auditeurs de nos filters sont quand même... Imaginez bien que tu n'allais pas travailler en mode automatique, s'il te plaît. Non, mais même aussi pour la balance des blancs. C'est manuel. D'accord. Voilà. Même si après on me dit oui, mais vu que tu shootes en RAW, tu peux rebalancer, etc. Sur caméra RAW. Oui, enfin après tu restes tu restes en mode cliché, tu restes pas en mode auto ou en mode lumière du jour. Tu te mets sur le mode. Kelvin. Oui, donc sur le mode manuel. Ouais, quoi. mode manuel, tout manuel. On revient sur les dernières questions. En fait, les dernières questions, on y a déjà plus ou moins répondu dans l'échange qu'on a eu jusque-là, mais tu commercialises tes photos via une agence. Est-ce que si un particulier veut t'acheter une photo... Enfin, ça se passe comment? Déjà, le fait de commercialiser tes photos avec une agence. Donc, on va pas discuter contrat, c'est absolument pas le but, c'est juste la question fonctionnement, comprendre. Parce que ça peut intéresser d'autres photographes ou ça peut intéresser des personnes qui se posent la question. Toi, tu fais une sélection de photos que tu envoies à l'agence. L'agence fait une sélection de tes photos, c'est quoi? Oui, c'est tout ce que tu as dit. C'est déjà moi, j'ai établi une sélection. Tu sors un bunch et les gens regardent dedans ce qu'ils veulent pas. Et, moi, je sors déjà ce que je souhaiterais qu'il soit commercialisé. Et eux, en fonction de ce que je leur envoie, vont faire un tri dedans. Donc au final, c'est je sais pas moi, alors j'ai eu de la chance, mais sur 50 photos, j'ai peut-être 34 là qui sont commercialisées. Ouais. Et du coup, alors sur les photos d'art, il y a une question de tirage, de nombre de tirages, c'est-à-dire que quand vous voyez 1 sur 30, des choses comme ça, c'est que la photo, entre guillemets, l'artiste, j'allais dire la maison mère, la personne qui édite, qui imprime, qui commercialise, il y a un accord tacite, il y a un contrat d'ailleurs même normalement écrit pour dire voilà, ce cliché-là, il ne sera sorti que à tant d'exemplaires. Et en fonction d'eux, voilà, ça change ça peut changer différentes choses dans le prix, dans la manière de fonctionner, dans les éditions. Mais c'est un petit peu comme des vinyles, en fait. Il y a un certain nombre d'exemplaires, il y a un certain nombre de premières pressions, de choses comme ça sur les premiers moules. Ça fonctionne comment avec l'agence? Vous partez sur un certain nombre de tirages? Non. Là, c'est de l'agence photo pour tout ce qui est pub.
Donc il n'y a pas de numéro de tirage. C'est pas de la alors C'est pas de la c'est pas de la photo d'art. c'est pas de la photo d'art, c'est de la photo Là, c'est pas de commerciale. la photo Donc d'art. c'est du droit à l'image et du droit de diffusion. C'est ça. Par rapport à de la photo d'art, puisque c'est l'agence qui gère elle la photo, l'aspect publicitaire, enfin l'aspect photo publicitaire, commercial. Ouais, t'as raison, plus commercial que publicitaire, parce que publicitaire, ça veut pas dire du tout la même chose. Euh, Toi, tu vends tes clichés en J'ai tant le que photo droit d'art. oui, j'ai le droit de vendre les mêmes clichés dans l'agence photo et de les vendre en photo d'art. Voilà. D'accord. Et toi, général, alors du coup, c'est une question qui est plus dirigée vers toi que vers l'agence, puisque au final, ça ne concerne pas l'agence. En termes de ta galère de soins, en termes de tirage, hein, tu fais quoi? Tu fais du 10 tirages, 20 tirages, 30 Je tirages? suis plutôt à 30 tirages. Et alors, bien sûr, on a déjà parlé de ça tout à l'heure, et, euh, et c'est très simple, enfin, je veux dire, c'est très simple à comprendre, ça se comprend très facilement. En termes, il y a forcément une question de budget derrière, en termes de format pour tes photos, est-ce qu'il y a un format que tu affectionnes? Est-ce que tu vas plutôt vers du petit format? Est-ce que tu vas plutôt vers du format moyen, du grand format? Euh, Alors ça, j'ai déjà eu cette conversation-là avec un photographe l'été dernier. Mes tirages, ils sont, enfin mes photos, hein, sont dans différents tirages. Différents formats. Ouais, pardon. Moi j'avais compris, mais Différents j'avais pas. formats. Différents formats, pardon. C'est-à-dire que ça va de la carte postale jusqu'au 60-90. Voilà. La photographie est un très joli cadeau si vous êtes capable de cerner les goûts de la personne à qui vous voulez l'offrir et lui faire découvrir des photographes ou même des tirages ou des reproductions de photographes. Quand je dis plus cotés, on va dire des gens qui ont marqué plus l'histoire que Kevin et moi pour le moment. Euh, le photographie, c'est quand même quelque chose qui peut être tout à fait abordable en termes de tirage. Et c'est vraiment pas dans l'idée de lancer une discussion, un troll David contre Goliath, mais comme tu parlais de ces petits festivals, alors quand je dis petits festivals, c'est comparé à Arrêt sur Image, comparé à Festival Oiseaux et Nature. comparé à Arles, comparé Arles, à des festivals qui sont beaucoup, enfin qui sont immenses, et on a aussi besoin de ces grands acteurs. N'hésitez pas à vous rendre dans des petits festivals, parce que du coup, les photographes sont plus accessibles, comme il y a moins de monde, vous pouvez prendre plus le temps pour discuter. Économiquement, c'est peut-être aussi plus intéressant pour, euh, pour, euh, pour faire l'acquisition d'œuvres, et tout simplement vivre la photographie et avoir le temps de discuter avec ces personnes et d'aller un petit peu plus loin. Euh, on arrive vraiment, allez, on arrive dans les deux dernières questions de cet épisode. On arrive à la fin de cet épisode. Euh, je la reformule différemment parce qu'on en a parlé déjà tout à l'heure. Là, actuellement, est-ce que donc on enregistre en juillet, l'épisode de juin, parce qu'on n'était pas disponible, toi et moi, pour l'enregistrer précédemment. Ton actualité sur l'été, est-ce que durant cet été, alors à la rentrée, il y a un workshop, ensuite il y a Épinal, est-ce que à côté du travail, tu auras le temps d'aller sur des festivals cet été? Est-ce que les auditeurs, est-ce que les personnes vont te croiser sur des petits festivals à droite à gauche ou Non, malheureusement, tu n'auras pas le temps? j'aurais pas le temps. Là, je suis en train de préparer, donc avec un vidéaste, un petit shooting dont j'ai en tête, dont je n'ai pas voulu forcément parler tout à l'heure, Ouais, mais ouais, ouais. faire de la pose longue en portrait. Ouais, mais Voilà. on discutait de On ça, avait ouais. déjà discuté, ouais, de ça. Donc ça, j'ai à travailler dessus. J'ai à travailler donc sur ma conférence, encore à travailler sur le workshop, et tout ça en un mois et demi.
On parlait entre nous de drones, de choses comme ça tout à l'heure. Est-ce que la photographie pose longue au drone, c'est pas du tout une question de budget, absolument pas ça, hein, mais est-ce que la photographie pose longue au drone, parce que ça permet d'atteindre aussi parfois des choses qui sont peut-être un petit peu inaccessibles en termes de je pose mon pied là, comme ça, tel point de vue, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, vers lequel tu aimerais aller ou pas du tout? Alors, en gros, si je comprends bien, c'est de faire de la pose longue avec un drone. Ouais. C'est-à-dire que je fais mon image à partir du drone. C'est exactement ça. Maintenant, petite précision, donc il y a ce qu'on appelle le FPV. Vous l'aurez compris, j'essaie de m'intéresser quand même pas mal au drone actuellement. Person view. Exactement, vu à la première personne, donc on peut avoir... voilà, tu peux voir littéralement ce que voit ton drone, porter un casque et tu vois littéralement ce que voit ton drone. Ça, c'est surtout utilisé quand on fait de la course, du repérage, des choses comme ça, mais de plus en plus, certaines typologies de drones ont vraiment amélioré la capacité à faire du surplace, même avec un faible vent, et donc de garder une position, un axe précis, mais vraiment tu vois, au centimètre près. Ce qui veut dire que dans certains cas, alors toi qui aimes bien la tempête, va falloir se calmer quand même, mais dans certains cas, tu peux dire, ok, comme en plus on a des plutôt bons capteurs maintenant, sur des drones, on arrive à des résultats qui sont quand même assez intéressants, on arrive à du 12, du 20 millions de pixels, des choses qui sont même au-dessus et qui sont vraiment pas mal. Est-ce qu'à un moment c'est un truc qui pourrait t'intéresser? Parce que tu peux atteindre des trucs qui sont inaccessibles, ça donne un autre point de vue, plus haut, Alors, plus en bas. termes de créativité, ça doit être super intéressant. Ouais. Après, c'est tout ce qui est terme GPS, c'est-à-dire qu'avec le vent, il faut que le drone ne bouge pas, quoi. On arrive, semble-t-il, vraiment à de la stabilité qui est assez bluffante. Si tu cherches pause longue, drone, t'arrives à des choses qui sont... Alors, bien sûr, et c'est pas pour lancer le débat, on lance pas le débat à la fin de l'épisode, hein, bien sûr, ça vaudra jamais la stabilité que t'as avec un pied, ton shoot à la télécommande. C'est évident. Ne serait-ce parce que ton pied, il a pas de moteur, et puis et voilà. Mais comme de plus en plus on utilise des drones pour faire les parades, les Jeux Olympiques, les choses comme ça, les cérémonies d'ouverture, ou le Puy du Fou, qu'on arrive à des choses qui sont millimétrées, on arrive à faire garder son axe à un drone assez longtemps pour faire de la pause longue. Alors par contre, je pense qu'on va finir ce chapitre sur ça, ce sera pas de la pause longue à 20 minutes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, pour tout ça, il faut avoir la licence. Oui, bien sûr. Non, mais on ne pilote pas un drone comme on fait de la photo. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi de m'inviter. Écoute, c'est avec plaisir. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qu'était la pause longue. Je te souhaite un bel été. On refera la promotion du Festival d'Épinal et de la conférence le moment venu et du workshop. Dernière petite question, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ton workshop, elles peuvent te contacter directement par Instagram? Alors par Instagram, sur Facebook aussi. Kevin Tadej. Ouais, tout simplement. On me demande un ami. Un petit message, bonjour, une formule de politesse, ouais, et ça passe. Une formule de politesse et ça passe. Merci encore à toi. C'était Gozer, c'était l'épisode 8, c'était la pause longue avec le talentueux et barbu Kevin Tadej. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 9. Salut, bon été. Salut.